L'existence post-mortem est de moins en moins décriée. De plus en plus admise tel un fait, que ce soit socialement, culturellement et même scientifiquement. Après-vie, incarnation, réincarnation sont désormais des termes communément acceptés, notamment et principalement au sein des sphères spirituelles. Demeure une question cruciale et sur toutes les lèvres. Qu'advient-il après ? Quel est le sens de la vie sur Terre ? Un fossé ainsi se forme entre deux écoles, entre deux croyances. Pour certains, la Terre est une prison, un éternel purgatoire cloisonné par un dôme nous destinant à involuer, à régresser sans cesse et sans aucune finalité. Pour d'autres, c'est bel et bien tout l'inverse. Une terre école, formatrice, nous destinant à évoluer, à progresser et finalement à ascensionner. Nous recevons aujourd'hui Michel Ribs, créateur de contenu et podcasteur, afin de comprendre son point de vue et son positionnement sur cette question. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une interview pas comme les autres. Sur Âme Dessine, le portail quantique et holistique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend au moment auquel vous nous écoutez. Encore une émission sur Âme Dessine TV pour finir cette saison 1 en beauté. Aujourd'hui, vous avez le droit à 2 chauves pour le prix d'un. C'est ça. Michel Ribs, merci beaucoup de nous rejoindre et d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de te recevoir sur notre antenne. Merci à toi, merci à Tamara aussi d'être là. On la voit pas encore, mais elle va apparaître. Elle est là. Elle est là, comme d'habitude. Toujours fidèle au poste. C'est cool d'être ici. Ça fait pour moi très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'allais dire, enregistrée chez quelqu'un. Je suis bien accueilli chez vous. Merci à vous. Avec grand plaisir. Chouette. C'est effectivement assez rare de te voir sur d'autres antennes, on va dire, sur d'autres médias télévisuels ou podcasts ou radiophoniques. Pour te présenter très brièvement, même s'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, tu as un podcast qui s'appelle Les Nouveaux Paradigmes. Tu y postes depuis très très longtemps énormément d'émissions. Tu es également youtubeur depuis plus de 7 ans maintenant. Tu as une nouvelle chaîne aussi que tu as lancée aussi récemment en parallèle. Il paraît que c'est le conseil d'un certain Rudy qui m'a donné ce conseil-là. Oui, pour faire face au Shadowban. Il a le même prénom que toi, c'est bizarre. Oui, j'essaie, mais c'est laborieux quand même. Je sens bien que ça me suit à la trace. Oui, et c'était sous tes conseils d'essayer de larguer un petit peu le passif de ma première chaîne, qui fait que j'ai un avertissement en permanence sur ma chaîne YouTube dû en 2021 d'avoir exposé un courrier que j'avais reçu, un courrier officiel de l'hôpital de l'EHPAD, d'avertissement période Covid oblige. Tu te souviens de l'époque, vous vous souvenez, parce que c'est particulier. Et du coup, j'avais diffusé et j'avais été censuré, chaîne suspendue. Et cet avertissement fait que du jour au lendemain, j'ai été interdit au moins de 18 ans. C'est un petit peu délicat. Un petit peu. Quand tu me dis que tu perdais des fois 100 à 200 abonnés et que... Oui, ça continue. Ça continue encore. Je vois que je progresse plus. Du jour au lendemain, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave parce que paradoxalement à tout ça, étrangement, j'allais dire, j'ai autant de mails, je suis noyé sous les mails. Alors je dis, c'est bizarre. Je contacte des gens qui ont plus de 100 000 abonnés, qui ont peu de mails, très peu de contacts, et moi je suis saturé de tous les côtés. Bon, je fais peut-être pas la même chose non plus, mais c'est vrai qu'il y a énormément de demandes que je ne satisfais pas complètement, je l'avoue, parce que je suis seul. Après, tu as une communauté extrêmement bienveillante, c'est ce que j'ai pu remarquer, et très fidèle au poste. Ça correspond à pas mal de chaînes qui, effectivement, au niveau du compteur d'abonnés, ont très peu d'abonnés, mais une audience assez exceptionnelle, et ça coïncide pas, ça correspond pas avec d'autres personnes qui ont 300-400 000 abonnés et qui parfois ont une communauté quasiment inexistante. Donc oui, effectivement. Alors au niveau de ton parcours aussi, ce qui est intéressant à noter, on se rend compte pas par hasard au jour d'aujourd'hui, Michel, on a des chemins assez similaires, en plus tous les trois, parce que Tamara, tu accompagnes Cyril depuis ses débuts, donc
Cyril de l'Arche du Savoir, qui s'appelait autrefois Cyriliel. Et toi, Michel, pour faire simple, pour faire court, tu as été étroitement proche avec Nora et tu as fait partie de l'équipe du Grand Changement. Alors, je vais pas trop en dire, je te laisse éventuellement développer, parce que je ne sais pas ce que tu veux ou ne veux pas dire éventuellement. Oh, non, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien de tout. Hein. Moi, j'ai rien à cacher. J'ai même beaucoup aimé cette période, hein, au début en tout cas. Nora, elle pourra en parler aussi, et d'autres qu'il y avait à l'époque. Il reste plus personne d'origine. Hein, il reste même, j'allais dire, Stéphane Coll, il s'est barré. Il a fait son truc. Il avait raison quelque part. Une histoire d'associés aussi, parce que il y a toujours derrière en coulisses, il y a aussi une structure juridique, chacun dans son pays, parce qu'il y en avait un au Canada, un en France et un autre en Hongrie. Ce sont des anciens, j'allais dire, de YouTube. Ils faisaient d'autres produits avant des sites. Puis, quand d'un coup, Stéphane Coll a fondé en 2013, 2014, je sais plus, le Grand Changement, je serais par là. Un peu il était plus tôt, tout seul, hein. un peu plus tôt, peut-être 2012, peut-être. C'est quand on a lancé Meta TV, en fait. Ah oui. Quand j'ai créé Meta TV, en parallèle, Nura TV s'est lancé un an après, mais il y avait déjà le Grand Changement et Nora qui était sur le Grand Changement. Donc oui, ça date. Nora est arrivée en 2015. Début 2015 ou fin 2014. Effectivement, elle est peut-être restée 2 ans et quelques sur. Alors c'est vrai que vous ne voyez pas, enfin je parle au public, mais vous ne voyez pas, mais il s'en passait. On avait des échanges sur Skype, toutes les équipes, etc. Des fois des réunions qu'on faisait, pas toujours. C'était parfois très agité. On a du mal à imaginer tout ce qui peut se passer en coulisses. Et avec Nora, Nora est spéciale, elle a son caractère, mais elle est juste. Elle est tranchante, mais elle est juste. Et des fois, il y avait des ambiguïtés qui se jouaient. Et quand elle est partie, et c'est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée, en fait, ça lui a permis de lancer une première chaîne, puis une seconde chaîne qui a été Nuria TV. Et c'est vrai que ça a été la meilleure chose qui a pu lui arriver, parce qu'elle, finalement, elle fonctionne à très haut niveau, quand même, hein, très, très, très bien. Elle n'est pas très loin de chez moi, puisqu'elle est à Saint-Étienne. Et c'est vrai que c'était une période vraiment intéressante, je trouve, pour moi. Moi, personnellement, j'étais en arrière-boutique, j'allais dire. Hein. Je faisais les articles, j'en ai fait des centaines. Sur WordPress, on faisait les articles, je préparais les vidéos de presque tout le monde. À une certaine époque, je préparais même les ateliers, parce qu'il y avait des ateliers. Hein. Et puis un jour, c'est Nora en premier, qui m'a dit j'ai pas beaucoup de monde dans l'atelier, est-ce que tu veux en faire partie? C'était rigolo. Alors du coup j'ai dit j'arrivais dans les ateliers, j'arrivais comme un cheveu sur la soupe, j'en avais pas beaucoup pourtant, et j'arrivais, je faisais des ateliers et j'étais pas à l'aise avec la caméra, il faut être honnête, j'étais pas très à l'aise avec ça. Pour moi, j'avais rien à y faire, et pourtant j'avais une histoire quand même. Et j'avais une histoire, j'étais pas venu là par hasard. J'avais sollicité donc Stéphane Coll par mail, j'écrivais en gros comme ça, j'ai dit peut-être me verras-tu. Et parce que lui c'est pareil, il répond pas. Et c'était assez intéressant. Et du coup, à un moment donné, quand j'ai écrit ça, j'ai dit si tu veux, je me charge de ce podcast parce que ça m'intéresse. Parce qu'ils parlaient, ils avaient fait un appel avec Julien à l'époque, Julien Vano, je sais pas si tu te souviens, au tout début, où lui il faisait de la numérologie. Il fait toujours d'ailleurs. Et donc, ça s'est fait comme ça. Il m'a dit, OK. Alors, quand j'ai vu les protocoles, les téléchargements, iTunes, tout ça, merde, peut-être que je ne saurais pas faire finalement. Puis je m'y suis mis. C'était laborieux. Je perdais un temps fou. Connexion Internet pitoyable pour uploader les fichiers. J'ai passé des journées, 2 heures, 3 heures du matin. Je dis, c'était infernal. Et du coup, je m'y suis mis. Je commençais petit à petit. Je commençais à rentrer dans WordPress. Et j'aimais bien faire partie de cette famille. Il faut être honnête. Il y avait des petits conflits internes, comme une famille. Il y a eu des conflits, parce que tu parles des ateliers. Bon, je crois il les appelait les vibrateliers. Il a déposé un copyright sur le terme. Et il y a eu des histoires suite à ça. Alors, moi, ça m'a toujours fait halluciner, ces gens qui déposent des copyrights sur des formules, sur des mots qui sont communément employés par tout à chacun. Bon, il y a eu des scissions par la suite, mais tu as raison, cette nostalgie, elle est encore présente. C'est quand même une bonne époque et c'était les balbutiements de tout ça.
Et je dirais même la naissance. Et j'ai même dit à l'époque, j'étais pas toujours d'accord avec Stéphane Coll, avec sa façon de penser, mais il était juste, lui aussi, il a sa façon, mais il a toujours été juste. Moi, j'ai rien à lui reprocher de mon côté, donc je vais pas le critiquer, parce qu'au contraire, il m'a permis d'être moi. Et un jour même, il m'a dit, écoute, Michel, t'as les clés du château, comme ça. Il m'a dit, t'as les clés du château, fais-toi un direct, spontané, comme tu le sens, au feeling. Moi, je t'ai regardé, les yeux exorbités, et je fais quoi? Tu fais ton truc, tu parles, tu réponds aux questions, tu fais comme tout le monde. Et tu vois ce que ça donne, si les gens adhèrent, etc., etc. Tu vois. Moi, j'étais pas très à l'aise avec ça, alors que quelque part, moi, j'avais déjà 20 ans, pas 20 ans auparavant, puisque 15 ans, puisque maintenant, ça fait plus de 20 ans. J'avais fait déjà du décodage biologique pendant 2 ans, j'ai passé un master en PNL, etc. J'avais fait des trucs, donc j'avais un schéma de pensée déjà un peu spécifique, un peu différent, hein, sur la maladie, sur comment fonctionnent les synchronicités, etc., etc. Et donc, j'ai mis un petit moment et puis j'étais comme ça, un peu tremblant. Je dis, qu'est-ce que j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire. Et je me suis aperçu, j'ai dit, coucou, j'ai lancé comme ça. À l'époque, il y avait ni générique, il y avait rien. Ça bloquait tout le temps, débit internet catastrophique. Ta première émission, c'était sur la vraie ou la fausse lumière, si je ne m'abuse. Ta première, sur ma chaîne. Vidéo. Ouais. Sur ma chaîne, oui. Ouais, alors là, c'était là aussi, j'ose dire, j'ai dit, j'aime bien laisser tout le cheminement que j'ai eu, toute mon évolution, vous pouvez la voir en direct sur toutes mes chaînes, avec mes hésitations. Il y a eu même une période, c'était le décès de mon père, je parlais, j'étais mal, hein, j'étais pas bien, parce qu'il y a une période, peut-être un jour on pourra en reparler, mais le jour de sa mort, je le voyais en pleurs. Dans mon esprit, c'était très très lourd, et je continuais à faire des lives en hésitant, en parlant à ma façon, avec matériel encore pire qu'aujourd'hui, mais mieux, maintenant je m'améliore, et malgré tout, j'ai dit, je touchais, je crachouillais parce que j'ai mon histoire. Certains ne comprennent pas. Il tousse parce qu'il a des réactions inconscientes qui n'est pas synchrone avec lui-même. Je dis, mais non, j'ai eu un cancer, on m'a fait une mucosectomie, ils m'ont bousillé la gorge, et de temps en temps, ça gratouille, j'arrive plus à m'arrêter. C'est pour ça que j'ai contre les médecins, j'allais dire, j'ai un passif. Voilà, j'ai un passif. Je l'ai vu avec mon père, etc. Et je l'ai vu avec moi, et je m'en suis sorti seul. J'ose le dire, sans traitement et sans rien, avec un cancer de niveau 3, quoi, hein, la 3e catégorie. C'était chaud, quoi. Et donc quelque part, il y a toute cette évolution, le grand changement qui arrive. J'adorais faire partie de cette équipe. Il y avait, oui, des disparités de vision, etc. Mais j'aimais ça. J'aimais ça. Puis à un moment donné, tout a parti en vrille. Nora, elle est partie en claquant la porte. C'était chaud quand même. C'était chaud quand elle est partie. Moi, j'ai dit, si tu veux, je te ferai tes podcasts. Au début, je lui faisais ses podcasts un petit peu. Puis Nora, elle sait ce qu'elle veut. Hein, et puis petit à petit, bon, elle a intégré son mari dans l'équipe. Et complètement, parce que lui, il était hésitant. Et puis finalement, ils s'en sortent très bien comme ça. Ils ont une très bonne équipe, ils ont beaucoup de modérateurs. Et puis, j'allais dire, voilà, c'est sa façon d'être. Et puis moi, je suis parti vers d'autres horizons. Mais il y avait Cyriliel qui a eu ces problèmes que certains connaissent. Et puis finalement, il a pu rebondir. C'est ce qui est bien, hein, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Moi, je sépare toujours de ce côté-là l'homme de ce qu'il a à dire, parce Cyriliel est passionnant sur les histoires pré-adamiques, sur la vision, j'allais dire, de l'humanité. De la Genèse. Ouais. Ah oui, de la Genèse. Moi, j'ai une vision un petit peu différente, parce qu'on n'a pas tous le même angle de vue. Il y a d'autres personnes qui ont une vision de l'intérieur, puisqu'ils y étaient. Ils y étaient carrément dans comme certains l'appellent, le jardin d'ADN, où les expériences étaient menées pour le nouvel homme, qui n'est pas le premier homme, hein, il faut bien le dire. L'Adam, l'alpha, n'était pas le premier. Et donc c'est vrai qu'il était intéressant de voir
cette approche qu'avait Cyril. Moi, j'ai adoré Cyril pour ça, parce que j'ai dit, il parlait, et c'est là que j'avais découvert que moi-même, j'étais un triple 3. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, ce truc? T'es un prince planétaire. Genre, un prince, moi? Je dis, sans déconner. Et, ouais, parce que c'est les maîtres nombres et tout ça. Et tout de suite, je dis, mais bon, des vibrations, des choses par rapport au portail d'incarnation. Ah, ça parle bien, ça. Et ces niveaux, par rapport, j'allais dire, au voile, ou à la grille d'après, pour passer le stade 9. Hein. Le stade 9 est passé, et puis revenir éventuellement. Je dis, mais ils sont fous, ceux qui reviennent. Je dis, ils sont fous. On va y venir, hein, ça va être le sujet. Le sujet. Ouais. Au passage, je tenais à préciser que moi non plus, je n'ai prévu aucune fiche. Il y en a une, hein. Principalement, d'habitude, on a 7, 8 au bas mot. On aime bien voir en amont préparer le terrain et bien connaître les invités qu'on invite sur l'antenne. En revanche, par rapport à toi, je suis venu tout comme toi dans la même posture, en mode spontané. Je pense que c'est pareil pour Tamara. Tamara, c'est souvent le cas aussi. Oui, c'est ma façon de travailler aussi. Tu vois, j'ai même pas une fiche, j'ai un quart de fiche. Voilà. Avec pas des questions, mais juste des mots. Voilà, juste à ne pas oublier. Alors oui, c'est surtout que le sujet d'aujourd'hui est primordial, capital. On l'a évoqué à de multiples reprises lors de nombreuses apparitions avec beaucoup d'intervenants. On invite vraiment toutes les polarités, tous les avis, qu'ils soient divergents ou non sur ce sujet, à réagir, parce que pour nous, c'est vraiment l'élément clé de la grande bascule ou non qui aura lieu sur Terre. Est-ce que nous sommes dans des cycles de réincarnation ou de réincarcération? Est-ce qu'on a affaire à une planète prison, donc à un dôme? Sommes-nous du cheptel, du bétail, ou y a-t-il une phase évolutive? Et tout ça a trait tout simplement à l'expérience et à la beauté de la vie, tout simplement. Michel, on va revenir sur ce sujet tout au long de l'émission. Ça va être le fil rouge, et bien sûr, on va digresser sur d'autres points parce que tu parles d'énormément de choses. Mais alors, première question, Michel, terre-école ou terre-prison? Pour moi, je suis en prison. Mais c'est plus subtil que ça, je pense. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas aussi manichéen. Il y a les deux. C'est parce que de toute façon, on apprend. Moi, j'apprends sans arrêt. Hein. Faut être honnête. J'apprends. Il y a des fois, je dis, bah, c'est bon, j'ai compris. La mayonnaise, c'est bon. Et puis, par moment, il se passe des choses. Par exemple, là, j'ai eu un accident de voiture. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a le 10, j'ai eu un accident de voiture qui était redoutable pour moi. Il y a eu un point de convergence où je suis pas tombé n'importe où, dans un endroit obscur, où on ne voyait plus le ciel. Il y avait plus de lumière, c'était obscur. Ça faisait pratiquement, ça c'est vrai, il faut pas trop le dire, mais ça faisait 11 heures que je conduisais. Donc j'étais très fatigué, j'étais sous une forme limite de somnolence, faut être honnête. Donc la vigilance n'était pas là. Et j'ai fini par, tranquillement, passer par-dessus un mur et je me retrouvais sur le toit une chute de 9 à 10 mètres, pratiquement, puisqu'il a fallu une grue très spéciale pour venir chercher la voiture, pour ne pas dire l'épave. Et moi, je suis sorti de là, indemne, faut être honnête, indemne. Et alors que c'était un fracas, j'ai été conscient tout le long. Et là, j'ai appris encore certaines choses sur moi. Et j'ai eu des confirmations. Parce que certains voient des choses sur moi que moi, je ne vois pas. Je les ressens, mais je les vois. Je les vois pas, pardon. Et c'était assez intéressant de voir que certaines de mes entités qui me suivent depuis longtemps me traquent toujours, sont toujours là. Donc, quelque part, je dis, si vraiment on était dans un monde libre, évolutif, d'apprentissage pur, pourquoi aurais-je besoin de tant de gens qui m'empêchent? Et je dis bien, qui m'empêchent d'être moi. Parce que maintenant, et depuis pas mal de temps, j'allais dire, je tends vers cet objectif. Être moi au plus haut possible. Pas dans l'ego, mais en tout cas, être au plus proche dans une sorte de, pas une vacuité, parce que la vacuité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est pour ça que j'essaie de distinguer le mode de la vacuité, de la méditation, de cet état de présence très particulier, et plutôt d'être au plus juste avec soi, d'être au plus juste. Et je tends vers ça depuis très longtemps, puisque il faudrait bien plus qu'1 heure et demie pour développer l'être que j'ai été enfant.
torturé, autiste, bizarre, et ne comprenant pas ce qui lui arrive. Et personne n'a jamais été capable de me l'expliquer. Mais il a fallu que je trouve par moi-même retrouver cette fragmentation de mémoire que l'on a ici. Et j'ai pu la voir. C'est ça qui est terrible. J'ai pu voir comment fonctionnaient les autres et comment je fonctionnais. J'ai pu voir la fragmentation de la conscience, comment elle était vraiment découpée, ou comment... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une recrudescence d'hypnothérapeutes, parce que ils ont commencé à appréhender des parts de nous-mêmes, même de mémoire, des accès inconscients, pas très nets, c'est pas très encore, c'est balbutiement, mais ça commence à être intéressant parce qu'on voit bien les clivages qu'il y a en nous-mêmes, qui ont été construits de toutes pièces. J'ai dit, à quoi bon évoluer si on n'a pas tous les éléments en main? Moi, je suis désolé, moi, je commence maintenant à comprendre. Je dis, je ne peux évoluer personnellement qu'en sachant comment je suis, comment je fonctionne. Certes, j'ai pas accès à tous les pans de ma mémoire, une partie fragmentaire, c'est vrai. Mais de plus en plus, je sais où sont mes origines, je sais d'où je viens. J'ai un autre point de vue, comme certains en ont d'autres. Hein. L'Illuminat, c'est beaucoup plus dans l'intraterre, par exemple. Et je vois, c'est assez intéressant, comme chacun a ses origines, en fait, et du coup va l'expliquer de son point d'origine. Et c'est fascinant. Hein. Je dis, waouh, voilà le point de vue. J'allais dire souvent d'un pléiadien, etc., comme tous les termes qu'on a entendus. Voilà le point de vue. Parce que certains disent, je suis en channeling avec tel être. Et moi, je lui dis, mais tu es en contact avec toi. Et certains me disent, non, c'est un channeling. Non. C'est tes origines, en fait. Tu reconnectes à tes Exactement. Exactement. Et tu te connectes au mieux à ce que tu es. C'est ta vibration. C'est ce avec quoi tu es juste. Tu vibres. Alors Michel, je me permets de t'interrompre pour vraiment planter le décor. Aujourd'hui, on est dans un monde où la sinistrose est prédominante et on est dans le à quoi bon. Et notamment le système actuel matriciel, c'est marche ou crève. Dépasse ton prochain le plus possible, écrase-le, voilà, rabaisse pour te rehausser. Parce que de toute manière, après, c'est game over, c'est écran noir. Donc, à quoi bon? À quoi bon? Et cette théorie de la terre prison, pour moi, elle me renvoie, parce que tu sais, que nous, on est un petit peu de l'autre côté, on est du côté terre-école, et il n'y a pas vraiment de côté, parce qu'il y a toujours des nuances de gris, on est d'accord, c'est pour ça que c'est plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas aussi tranché. Oui, mais alors ça justement, on va en parler, mais justement, moi, le côté qui m'intrigue, c'est de mettre un peu de lumière, et j'ai vu qu'hier, tu avais fait un direct dans lequel tu as parlé, je pense que tu as fait un clin d'œil, une allusion à l'émission qu'on a eue avec Arwen de la Réo sur le fait que la lumière a déjà gagné. Oui. Donc parce que j'ai déjà eu cette approche. Oui. J'ai déjà eu, et c'est pour ça que j'ai dit c'est intéressant. Mais il y en a d'autres aussi qui le disent, et moi-même je l'ai dit. Je l'ai dit il y a des années de ça. Et aujourd'hui, je sais que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il va falloir s'extraire de ce pseudo-conflit ombre et lumière. Parce que là, aujourd'hui, c'est nouveau pour moi. Attention, ça ne date que de quelques semaines où je dis non, il va falloir s'extraire de cette guéguerre, soi-disant. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plutôt une guerre du vivant contre l'antivie, de la vie contre l'antivie. C'est ça le vrai dilemme qui change tous les paramètres de la planète école, qui était au départ le projet, qui a été, j'allais dire, perverti au fur et à mesure des matrices. Et qui a été accentué parce que le projet maintenant, c'est d'empêcher les sorties. Mais le firmament, la ceinture de Van Allen, ça serait cette fameuse cloche. Éventuellement, si tu connais Cyril, tu connais la théorie. Cette cloche, elle est là pour les pré-adamiques. Elle est là pour les involutifs. Elle n'est pas là pour les adamiques. C'est là où je suis beaucoup plus subtil. En tout cas, je vais pas dire subtil parce qu'il est subtil, mais en tout cas beaucoup plus nuancé. Parce que il se passe quelque chose depuis plusieurs générations. Nous avons tous été métissés. Nous avons tous été hybridés, un petit peu à divers pourcentages. Nous sommes plus aussi purs que ça.
génétiquement parlant, de par notre ADN, ils ont essayé de modifier certaines informations et ils en ont le projet encore plus gravement là. Ça s'accentue. Donc, quelque part, il y a énormément d'hybrides à divers degrés, certains plus que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils soient forcément négatifs, mais quelque part, cela empêche ou ralentit une certaine évolution. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on arrive à une sorte de fin de cycle d'une manière ou d'une autre. Et parce que quelque part, ces corps dans lesquels nous sommes sont abîmés, détériorés, et ils ont été altérés par divers moyens. On est toujours des antennes émettrices, réceptrices de tout, pas seulement au niveau de la fréquence, des oreilles, comme certains diraient même, mais au niveau cellulaire et au niveau génétique, on est des antennes réceptrices et émettrices. Et certains programmes s'adaptent ou même carrément, on nous modifie petit à petit, détail par détail. Certains pans d'ADN ont été carrément modifiés. Et alors certains s'adaptent quand même parce que la vie est toujours la plus forte. Heureusement d'ailleurs, et parce certains ils comprennent pas. Mais non, l'ombre gagne. Je dis non, si elle avait gagné, on serait plus là. Hein. Donc j'ai dit la vie est d'une puissance inimaginable et elle change, elle s'adapte, elle trouve un autre chemin. Elle trouve toujours le chemin. Certes, parfois c'est déstabilisant, on va dire, parce que nous on a une vision très rationaliste, voire même égotique des choses et parfois, comme je dis à certains, faites attention aux vœux que vous faites, parce qu'ils pourraient bien être réalisés. Et le résultat pourrait être très différent de ce que vous croyez. C'est pour ça que j'ai dit faites attention de cette interaction conscience et astrale. Et parce que il y a toujours un retour. Il y a toujours un échange qui se produit. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Donc, oui, planète école, mais au départ, peut-être que le projet était plus ou moins équilibré. On expérimente, on involue, parce que c'est une involution, et on se coupe de sa mémoire, parce que quelque part, si on a déjà toutes les clés, t'as pas d'expérience à transcender, puisque tu connais déjà les réponses. Mais là, dans ce cas-là, tu expérimentes, mais on voit quand même que depuis très longtemps, cette humanité s'en prend plein la gueule, et qu'à chaque fois, un même type d'individu reprend le pouvoir après l'avoir perdu, parce que c'est cyclique, ils le perdent, ils le retrouvent, ils le perdent, ils le retrouvent, et il y a eu énormément d'extinction, j'allais dire d'extermination de l'humanité à chaque fois, et y compris des civilisations qui étaient bien plus évoluées que la nôtre. Donc, planète école, oui, on apprend beaucoup de choses, et j'en ai appris encore tout récemment. Donc, entre autres, que je devais avoir confiance, paradoxalement, que j'aurais le pire et le meilleur en même temps. C'est comme ça que nous devons voir le monde aujourd'hui, oui, mais il ne faut pas non plus voir comme un, je vais prendre des termes un petit peu extrêmes, mais sadomasochiste. Je vais pas dire ça, je vais pas dire c'est parce que je souffre beaucoup que j'avais beaucoup à comprendre. C'est pas aussi simple que ça. Des fois, on en prend plein la gueule parce que il y a des choses où on ne doit pas toucher, on ne doit pas aller là. On nous interdit d'y aller. Et il y a des clivages, il y a du gardiennage, il y a, j'allais dire, une protection des gardiens qu'il y a ici. Parce que ne vous y trompez pas, l'astral est vraiment très contenu, très complexe, à la fois naturel et supervisé par une intelligence artificielle hors norme. Après, il y a toutes sortes d'entités à l'intérieur. Tout ça, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et cette zone Terre, parce que pour moi, la Terre n'est pas du tout comme on la voit, puisque je l'ai vue et je la vois encore. La Terre est bien plus. C'est pour ça que j'aimerais bien, moi, que le scientifique, si éloquent qu'il peut l'être, j'aimerais bien que les scientifiques m'expliquent certaines réalités. Pourquoi il y a tant de choses? On n'a pas, par exemple, plus de photos sur l'alunissage, par exemple.
Pourquoi il n'y a pas plus de photos, de vidéos lorsqu'on est allé sur Mars? On n'a que des CGI, des animations. Walt Disney aux manettes. Ouais, et pourquoi il y a tout ce cinoche, quoi? Pourquoi c'est organisé à échelle planétaire? Pourquoi l'ISF, qu'on nous dit à plus de 300 ou 400 km d'altitude, je sais plus, et en réalité, quand on voit la courbure de la Terre, c'est impossible. Ils sont beaucoup plus bas. Et etc. Je dis, moi, tous ces mensonges me portent à croire qu'on ne peut pas, on ne pourra jamais leur faire confiance sur quoi que ce soit, sur l'histoire, sur la science, etc. Donc l'évolution, oui, mais il va falloir faire de l'introspection et rechercher en soi la vraie connexion, parce qu'il va falloir se réconcilier avec soi. Et non plus ce divorce de nous sommes des créatures limitées, bridées, etc., des pauvres singes qui courent dans l'herbe, et nous devons expérimenter, etc., puis mourir, et puis faire le bilan après la mort de cette existence, etc. Je dis waouh, c'est un petit peu limité quand même, surtout que ce n'est plus d'actualité, plus du tout en ce moment. Michel, il y a déjà beaucoup trop de questions là, il va falloir que je t'en donne quelques-unes. J'ai cru comprendre en écoutant justement tes interventions, c'est ce qu'on appelle planète Terre serait un vaisseau incrusté sur Gaïa. Oui, il y a toutes les histoires qui s'entremêlent, y compris l'arche de Noé, le mythe de l'arche de Noé, le mythe d'Arcadia aussi, parce qu'il y a beaucoup de... oui, c'est un sujet qui pourrait prendre beaucoup de temps. À l'origine, ce monde a été créé, le monde dans lequel nous sommes, certains l'appellent Gaïa, mais c'est beaucoup plus un terme oriental, Gaïa. Ce monde, à l'origine, il était caché. Il a été créé et pour être caché, parce qu'il était censé être gardé le cœur, à l'époque c'est ce qu'on disait, et le cœur de Sophia, d'un éon, qui était emprisonné au centre de cette planète. De Sophia? De Sophia, oui. Oui, Sophia. Donc tu parles de la gnose, là. Oui, tout à fait. Oui. Et mais en fait, en réalité, on prononce tous les termes. Sophia, c'est Sophia, mais oui, c'est Sophia. En réalité, elle n'était pas emprisonnée au départ. C'est son cœur qui est ici. C'était son cœur. L'histoire de la genèse même, au-delà même de la création de cet univers, au départ, son cœur est ici. Il devait attendre une certaine maturité pour fusionner avec son autre partie d'elle-même. Et ça ne s'est pas produit, puisque l'histoire de cet univers est un petit peu particulière et elle fait que certaines entités ont empêché la fusion. Ils l'ont emprisonné dans son propre monde. Et parce que le but était aussi d'utiliser la source de son pouvoir. Là, on pourrait parler très longtemps là-dessus. Au départ, donc, ce monde n'aurait pas dû être violé. Mais après, il y a toute une autre légende. La légende d'Arcadia, il y a toutes sortes de légendes qui se seraient passées sur Terre, etc. Mais en réalité, pas du tout. C'est un autre monde, Arcadia. C'est une autre planète. Il y a eu toutes les civilisations, toute une civilisation qui traversait un espace qui n'est pas conventionnel. Cet espace que l'on croit vide, etc. C'était un espace dit fluidique qui traversait un vaisseau, presque un style sous-marin, j'allais dire, mais c'est pas de l'eau à proprement dit, mais on pourrait parler de l'espace fluidique. C'est pour ça que les Écritures parlent bien de l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Oui, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Oui. Et oui, et c'est pour ça qu'on parle aussi d'un dôme, même si c'est pas un dôme, mais paradoxalement, il y a des forces qui nous empêchent de sortir. L'Arcadie, ça me fait penser aussi à Rennes-le-Château, en Arcadiego. Oui, mais tout a été repris et utilisé chaque fois en ces termes. À chaque fois, on récupère toutes les légendes, etc. C'est ça qui est beau dans l'histoire et terrible en même temps, c'est que il y a toujours des fragments de vérité qui traînent un peu partout. Et le problème, c'est qu'après, on ne sait plus à quoi s'en tenir. On ne sait plus le tenant et l'aboutissant. C'est comme si quelque part, de la même façon que je fais cette vidéo ici, on prend juste un bout et on me dit, voilà, Michel a dit ça. Je dis, oui, mais il le dit sous certaines conditions, parfois, sous un certain regard. Et c'est toujours pareil. Et l'histoire, il y a énormément d'écrits. D'ailleurs, Cyriliel a beaucoup analysé. Moi, j'ai côtoyé quelqu'un d'autre qui était fascinant dans ces termes parce que il essayait de décrypter, d'analyser l'esprit de l'écriture, l'esprit de la vibration des mots. Des mots originels. Quand quelqu'un dit, moi, je commence à traduire le sanskrit
que j'essaie d'exprimer l'araméen ancien dans la bonne vibration, parce que l'incantation, la vibration, la prière, bien prononcée à l'ancienne avec les vrais termes, a une vibration avec la matrice, forcément. Et certains, les anciens, moi ici, on a en Ardèche, on a, j'allais dire, des gens qui disent ils ont un secret ou plusieurs secrets. J'avais ma grand-mère, c'est pas tombé nulle part, hein, ce que je suis. Hein. Ma grand-mère était une leveuse de feu. Et mon père, il me racontait, estomaqué, lui très rationaliste, le contraire de moi. Et mon père me racontait, il me dit, tu sais ce que j'ai vu? Il me dit, tu me croiras jamais. Un jour, il me racontait ça, j'étais adulte. Il me disait, j'ai vu ta grand-mère lever le feu chez quelqu'un et elle avait utilisé, ça dépendait, il y avait des protocoles différents selon l'état des brûlures, etc. Et elle mettait un bol d'eau, un gros bol, et elle transférait l'eau comme ça, comme tout le monde fait, avec les gestes, avec la main, comme ça. Alors, il ricanait en disant ça. Il y a des gens, ils enlèvent les maladies comme ça. Ils t'écartent, ils enlèvent, ils nettoient. Hein. Et moi, je me suis rendu compte que intuitivement, je faisais ça aussi. Je me suis dit, merde, ok, je sais pourquoi je le fais maintenant. Et mais il m'a dit, mais attends, le problème, c'est que j'ai vu ta grand-mère, j'ai vu l'eau se mettre à bouillir, et j'y croyais pas. Et je dis, elle était chaude au départ. Je dis, ouais, mais même si elle est chaude, elle aura tendance à faire de la vapeur au départ, de la fumée, enfin, de la vapeur. Et il me dit, mais je l'ai vu. Il me dit, moi, j'ai essayé d'expliquer rationnellement, mais j'ai jamais pu. Donc, quelque part, elle déplaçait vraiment la chaleur, la brûlure vers l'eau. Et c'est ça qui était assez déconcertant. Je dis, ce qui prouve bien que quelque part, certains ont gardé transmission de famille, de sorcière en sorcière, comme on disait avant. En fait, c'était des secrets vibratoires d'incantation, de prière, de protocole, on pourrait dire ça aussi, pour communiquer avec la matrice et l'esprit, la conscience, d'interagir avec elle. Parce qu'avant, les langues originelles, justement, c'est pas pour rien que maintenant il y a les dictionnaires, ils rajoutent des mots d'argot et tout ça. Et petit à petit, on perd le contact avec nous-mêmes. On s'éloigne de plus en plus. Au lieu d'évoluer, on s'éloigne. Au contraire, parce qu'en fait, la vraie vibration des mots, c'est les langues originelles. Hein, l'hébreu ancien, le grec ancien, l'araméen, le sanskrit, la langue des oiseaux. Voilà, la langue des oiseaux. Ben là, on est beaucoup plus dans le symbolique, les anachronismes, les sonorités, l'apparence, la vibration. Parce que c'est vrai que la langue des oiseaux, c'est intéressant parce que c'est la langue de l'inconscient aussi. C'est les synchronicités. Tiens, je dis ça parce que ça veut dire ça aussi. La Kabbale, qui a toutes sortes de significations, parfois la Kabbale juive, qui avec un mot, on peut avoir 30 définitions différentes en allant de plus en plus en profondeur. Et du coup, on voit qu'en fait, la psyché humaine, le maillage de conscience que nous sommes ici est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et voilà, on est bien pris dedans. On est bien pris. Et aujourd'hui, nous devons revenir à cette originalité, cette source. Et je trouve qu'on s'est un petit peu trop éloigné. Donc, on doit revenir à la source. Revenir. Michel, juste pour éclaircir, parce que ça me titille un petit peu là, tu parles d'un langage qui permet de se connecter à la matrice. On ne parle pas de la même matrice dont il s'agit de sortir de la matrice, qu'on éclaircisse bien. C'est le mot qu'on utilise. Oui, il y a une matrice naturelle. Voilà. Merci. Et une matrice artificielle. Et oui, c'est compliqué parce que il y en a une qui quelque part est là pour nous contenir. J'allais dire pour les expérienceurs, hein, nous sommes là, clivés, coupés de nous-mêmes, quand même. Et puis il y a donc une matrice artificielle qui interagit avec notre pseudo-conscience égotique, qui prend toute la place, comme je le dis souvent. Et il y a une matrice naturelle qui, elle, est le cosmos, l'univers multiphasique, multidimensionnel, multitemporel, complexe. Et quoi qu'on en dise, personne n'arrivera à en trouver la définition exacte parce que c'est beaucoup plus complexe. Je l'expérimente sur certaines fréquences et j'ai pu voir, j'allais dire, notre propre galaxie telle qu'elle est vraiment, qui n'a rien à voir à ce qu'on nous modélise. Enfin,
c'est beaucoup plus élaboré. On s'aperçoit que l'univers est double, en fait, que l'univers a sa zone neutre et sa polarité plus et sa polarisation moins, le dessous et le dessus, mais en réalité, il n'y a pas de dessus, il n'y a pas de dessous, il y a juste des aspects. Et c'est ça que, du coup, j'ai dit, mais c'est dommage que quelque part, la science est devenue une religion, voire même un moyen de ridiculiser quelqu'un. Parce que moi, je suis scientifique, donc je sais. Je suis désolé. Le scientisme, peut-être, pas la science. Oui. Ah, oui. Tu parlais de scientifique. Oui, mais pourtant. Et pourtant, Jean-Pierre Garnet-Mallet, il a bien parlé du double temporel. On a des scientifiques, des académiciens qui sont du bon côté quand même. C'est vrai. On veut essayer d'être un peu positif. C'est vrai. Lui, il essaie d'expliquer tant bien que mal ce double du futur qui essaie de réparer les événements qui pourraient se produire à l'instant T. C'est-à-dire que quelque part, il y a toujours une correction qui s'opère la nuit, une correction. C'est encore plus élaboré, mais c'est déjà, un bon point de vue. C'est quelque chose de pas mal déjà. C'est déjà un début qui est énorme. Oui, mais il est vrai que quelque part, on va revenir là-dessus, simplement, peut-on se fier uniquement à nos perceptions sensorielles lorsqu'on est, j'insiste là-dessus, réveillé, éveillé, là? Est-ce qu'on peut se baser uniquement sur l'observation, alors qu'on ne voit pas la plupart des choses? Vous avez commencé probablement maintenant à interviewer des gens qui sont médiums, en tout cas qui sont clairvoyants, clairaudients, sensibles, on va dire ça comme ça. Et certains vont voir des choses que les autres ne voient pas. Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont maboules? Non, ils voient une autre fréquence, mais ils voient pas tout. Pour ça, certains disent mais je vois l'entre-deux, parce que médium c'est ça. Je vois le monde qui relie les mondes. Je dis non, tu vois une autre fréquence. Après, le côté médium entre les deux, c'est souvent, on l'amalgame à je m'élève vibratoirement pour monter en fréquence, pour me connecter à mes guides, par exemple, qui vont faire la jonction entre les deux mondes, qui me permettra d'accéder au monde des décédés, de communiquer avec eux, voire même de transmettre des informations capitales pour les vivants qui ont besoin de faire leur deuil, par exemple. J'en connaissais une qui était très très bonne dans ce domaine, mais elle le disait elle-même, elle se préparait, elle s'élevait, et comme si les guides redescendaient, et ils créaient une jonction. Hein. Et après, elle avait carrément une audition et voire une émanation, une projection physique de la personne devant elle. Un petit garçon qui se balade, elle lui parlait, il n'est pas là. C'est une projection dans son projecteur mental, mais elle le voit, elle le vit, elle pourrait même le toucher sensoriellement. C'est ça qui est extraordinaire. Mais les autres personnes, elles pourraient passer au travers, il n'est pas là. Et c'est pour ça que c'est fascinant tout ce monde, parce que vous voyez, ça mène à tout. Avec moi, c'est ça le problème. Ça va partir dans toutes les directions. mais c'est pour montrer un petit peu le côté communication, perception de la réalité, et surtout qu'au niveau sensoriel, je veux pas faire le scientifique de base, mais nos perceptions sensorielles, c'est comme si quelque part dans le champ des fréquences de nos sens. Si c'était une ligne droite, nous avons que des petits segments ici et là. Ici c'est la vue, ici c'est l'ouïe, ici c'est le kinesthésique, ici c'est le goûter. Voilà, j'ai des sensations et de temps en temps ça interfère les uns sur les autres, ça se connecte. Mais en réalité, c'est que des petits segments. On n'a pas le champ de perception complètement ouvert, et même les médiums n'ont un petit peu plus élargi. Quand on parle de clairaudition, je veux dire, en fait, c'est une interprétation par votre cerveau qui encode l'information, qui vous le renvoie à votre oreille interne et qui la traduit cérébralement. Parce que c'est une interprétation, un encodage. Parce qu'en réalité, dans certains endroits, moi, j'ai pas pu y accéder puisque je suis un voyageur entre guillemets qui se décorpore, parce que je le fais depuis enfant en fait, depuis toujours. Mais il y a des endroits sans les codes, sans l'interprétation mentale,
c'est incompréhensible. Je dis, je n'ai pas de référentiel, je ne peux pas comprendre ce que je vois et perçois, même si je sens que c'est important. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on perçoit l'univers à un moment donné avec un regard hors ce regard de chair, j'allais dire, avec une fréquence beaucoup plus large, je dis mais c'est pas du tout. Les premiers temps, je croyais que j'étais sur une autre planète. Je ne voyais pas la planète Terre du tout de la même façon. Alors j'ai dit mais où on est là? Je sais pas. Et puis au bout d'un moment, après on m'a envoyé sur la Lune étant artificielle, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je dis mais rien ne correspond, tout est illusion ici. C'est fou quoi. Tout est faux. Et après on s'aperçoit, et c'est là que j'ai compris qu'il y a énormément de gens qui ne voient pas ce que je vois, et même entre eux, certains voient des choses que moi je vois pas. Il y a des corrélations quand même. Il y en a de plus en plus. Toi, tout comme moi, et comme Tamara ou comme d'autres personnes, on a quand même écouté, lu pas mal d'ouvrages, écouté énormément d'intervenants. Et encore la semaine dernière, quand on avait reçu Mathieu Monade, qui fait de l'hypnose régressive ésotérique, dont tu parlais tout à l'heure, il y a énormément d'enquêteurs, énormément de télépathes, et les points de vue se recoupent, même s'il y a des biais de confirmation, des biais cognitifs, on l'a évoqué aussi. Après, il y a une interprétation. Après. Et également, mais pour avoir lu aussi énormément de bouquins et écouté énormément de personnes qui ont fait des EMI, des EMP, des NDE, notamment une qui s'appelle Alexis Ambre et qui a écrit un livre il y a 20 ans de ça qui s'appelle « Qui dit que la mort est une fin ». Dans ce livre, en fait, elle explique et elle apporte les preuves concrètes de sa mort. Elle est morte pendant 3h30. Électroencéphalogramme plat, électrocardiogramme plat. Elle est revenue elle est vraiment morte. Elle est morte. Elle est revenue à la vie avant d'être congelée à la morgue. Voilà. Wow. Et c'est un des témoignages les plus intéressants puisqu'elle a écrit un bouquin sur ce fameux passage. C'est intemporel. Hein. Ça a duré bien plus de 3h30. Son périple recoupe énormément d'informations avec d'autres personnes et on arrive quand même à avoir deux camps qui se dressent. Les uns contre les autres. D'où le titre, il est un peu clivant, hein, parce que c'est terre-école ou terre-prison, parce qu'on a vraiment ces deux expériences distinctes qui ont été vécues avec des nuances de part et d'autre, on est d'accord. Mais globalement, c'est ça les ressentis, le ressenti qu'on arrive à avoir quand on écoute les uns et les autres. Et toi, tu apportes des nuances, tu n'es pas dans le manichéisme, et c'est ce qu'on aime aussi avec nos intervenants. C'est pour ça que tu interviens sur ce sujet. Tu donnes des confirmations par rapport à l'un et à l'autre, mais on a quand même... Je suis entre les deux, moi. C'est pour ça, j'ai les deux, parce que j'ai vécu les deux, je les vois. Mais lorsque tu te décorpores consciemment, en tout cas, tu arrives à t'en souvenir et vraiment... parce que moi, c'est ce que je fais souvent. Certains ils disent, moi, je fais des exercices de méditation, de relaxation, jusqu'à me sortir de mon corps, me déphaser, en gros. Tu te déphases, tu changes vibratoirement ton corps astral, parce que c'est le corps astral qui sort, là, bien souvent, et tu as un gros bruit de vibration, et hop, tu te dégages. Je simplifie, parce que certains n'arrivent pas à dépasser le stade de la vibration, par peur, par crainte, etc. Ça, c'est encore autre chose, les appréhensions, les angoisses de mort, d'ailleurs, les angoisses de mort. Et mais c'est vrai, quelque part, quand on arrive à ce processus de sortie, je dis, vous ne pouvez pas aller bien loin. Vous tombez sur un mécanisme automatique. Vous allez chercher votre ange, votre être de lumière au coin de la pièce, etc. On sent que c'est sur un système automatique. Il y a des écoles là-dessus qui apprennent à sortir de leur corps comme ça. À 2 reprises, je me suis retrouvé accidentellement comme dans cette phase-là. Et que j'ai trouvé un petit peu pervers, un petit peu ambigu. Et du coup, après, je remettais en scène ce que j'ai appris au cours des décennies de vie que j'ai. Et du coup, je dis, je fais à nouveau un focus intérieur. Et là, je vois la définition, la luminosité augmenter. Mon état de présence s'élargir, parce qu'en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment que on ne se limite pas au corps physique. Notre présence occupe toute la pièce, elle irradie littéralement sur tout l'environnement. Et du coup, là, après, on peut aller par intention où on le souhaite quelque part. Et du coup, j'ai pu échanger parfois avec des entités au début que je ne savais pas être décédées. Et parce que certains sont pas emprisonnés dans leur royaume, mais ils sont dans un royaume qui est dans l'astral.
C'est un royaume dans un royaume. Mais ces entités étaient malveillantes selon toi, les premières? Non, pas du tout. Les premières que tu as rencontrées? Non, pas du tout. Mais je vais être franc avec vous. Hein. Oui, bien sûr. C'est très rare que j'ai eu de mauvaises expériences. C'est très, très rare. De temps à autre, j'ai ramené des trucs. Oui, ça m'est arrivé. Mais c'est très, très rare. La plupart du temps, les êtres et les gens qu'on rencontre sont très, au contraire, bienveillants et très intéressants. C'est ça qui est... Est-ce que ça dépend pas du niveau de fréquence dans lequel toi... Ben, ça dépend où tu vas. Ça dépend, oui. Où tu vas. Ah, mais ça ne veut pas dire pour autant que si tu fais un petit tour dans le bas astral, tu es une mauvaise personne. Parfois, l'expérience est intéressante parce que ça t'apprend beaucoup sur tes parties sombres. Parce que faut pas s'y tromper, même le maître yogi, là, il a des parties sombres. Hein. Non, mais on fait pas de jugement de valeur. Hein, non, Michel, voilà. Justement. Justement. Oui. On est dans la nuance. Bien comprendre que nous sommes ça. Oui. Nous sommes ça, nous sommes cette ambivalence, cette dualité, etc. Mais là où je veux vraiment revenir là-dessus, c'est important. Donc, il y a une très grande appréhension chez beaucoup de gens qui sont bien intentionnés et qui suivent certains influenceurs, qui leur disent tout simplement, prenez garde, c'est des shapeshifters qui vous attendent dans l'au-delà, dans le fameux tunnel pour pouvoir vous réemprisonner sur un nouveau cycle, etc. Donc, ce qui fait qu'en fait, le premier réflexe va être de rester dans l'ombre. Et Alexis Ambre, l'auteur dont je te parle, tu connais nos solars aussi. On va faire plein de connexions. Tu en parlais aussi récemment du fameux film de Chico Xavier qui est très intéressant sur cet aspect purement astral. Mais tu vois où je veux en venir, Michel, c'est qu'en fait, en préconisant de ne pas aller là, on reste ici. Et donc, c'est un double piège selon moi. Puisque quelque part, on a quand même énormément d'entités qui sont présentes sur Terre, de défunts qui sont restés accrochés à des égrégores, qui sont restés accrochés... Pour d'autres raisons parfois. La culpabilité ou la peur d'être jugé. Parce que la plupart d'entités ont peur d'être jugées. Ou encore, la peur de quitter les êtres aimés. Ça peut être ça. Ils ont peur de les quitter. Et donc, ils les vampirisent. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Hein. Et puis, il y a certains qui ne savent pas qu'ils sont morts. C'est ça. Purement et simplement. Le sixième sens. Ouais. Ah ouais. Il y en a beaucoup, hein, mais ils vivent dans une sorte de projection mentale alternative qui n'existe pas, une illusion. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, l'illusion de la réalité, de ce que tu projetes de ta réalité. C'est ça ma réalité, ça c'est réel, mais c'est réel pour toi. Mais ce n'est pas la réalité, c'est ton réel, même pas, je sais pas, c'est un fragment du réel, c'est une projection, une illusion. Il y a des corrélations, les passeurs d'âme, aux 3/4, je dirais même 95% te diront que leur boulot, c'est de montrer la lumière aux décédés. Donc de les sortir de l'ombre, de leur montrer le chemin. Si on vit toute une vie dans l'appréhension et dans la croyance que cette fameuse lumière est un piège, n'est-on pas finalement destiné à rester ancré au bas astral après sa mort, d'autant plus si elle est violente? Non, c'est ce que j'essaie de nuancer justement. Bon, j'ai un auditoire limité, mais quand même, j'essaie pour moi, non. Je comprends ton point de vue. Tu dis, si tu fermes la porte à cet aspect et que petit à petit tu éduques les gens à dire non, là c'est la fausse lumière, n'y allez pas. Moi, lorsque j'ai eu mon accident en 1989, oh bordel, ça remonte. Et en 1989, j'ai eu un accident de voiture, le premier que j'ai eu, où j'ai été percuté à l'arrière. À l'époque, il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas tout ça. J'ai percuté le montant de neige, j'ai pissé, je me suis retrouvé 3 jours dans le coma et j'ai eu une petite EMI version moi, quoi. Et je me suis retrouvé dans le tunnel. Et je m'en souviens très bien. Mais moi, j'ai eu une pulsion beaucoup plus forte que l'appel de la lumière. Parce que cette lumière appelle. Elle est irrésistible pour le commun du mortel. Elle est très puissante. Elle vous attire, hein, parce que c'est l'amour inconditionnel, c'est magnifique. C'est chaleureux, c'est magnifique, c'est sublime. Il n'y a pas de mots, voilà. C'est vraiment très puissant. Mais moi, j'ai eu un appel plus puissant que ça. C'est qui est rare. C'est que quelque part, j'ai ressenti non, je veux rentrer chez moi. Et maintenant, c'est pratiquement le motif de mes vidéos. Je veux rentrer chez moi. Non, pas encore. Donc c'était pas le chemin vers chez toi. Et ça a ouvert un autre boyau. Le chemin, le tunnel, qu'importe le passage, c'est nous qui le créons avec nos croyances. Après, quelqu'un t'attend, etc. Mais après, si tu es capable de ton vivant de trouver
ta paix intérieure, ta justesse, de te retrouver, de te recentrer. Si tu es capable de lâcher le côté quotidien, soucis, problèmes, etc., et ce que tu es en tant qu'être beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant qu'il est, une fois que tu as compris où était cette présence en toi, que tu la nourris, tu la connectes, tu le renforces cette connexion, après, une fois que tu es de l'autre côté, pour moi, tu iras où tu dois aller. Tu t'es retrouvé au bord d'un lac. Oui, et ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est pas la suite de cette histoire justement? Non, le lac c'est une autre histoire. C'est une histoire un petit peu triste au départ. Moi j'ai créé ça parce que l'astral c'est très facile de générer et de créer son propre rêve ou son propre cauchemar. Hein. Une fois qu'on a compris un petit peu les règles, qu'on est un tant soit peu conscient, on peut générer. À la mort de ma chienne, j'ai été désemparé. Faut être honnête, cet être me manque beaucoup. Et aujourd'hui encore, elle est beaucoup plus lointaine puisque je lui ai dit qu'elle pouvait. Elle m'a même demandé si elle pouvait. C'est ça qui est terrible. Elle m'a demandé si elle pouvait continuer son chemin. Ma propre chienne, elle me parlait. Je veux dire, il faut être cinglé. Hors contexte, ils te prennent pour des cinglés. Et parce que je suis resté des années avec elle après son décès dans cet endroit où je l'ai emprisonnée, faut être honnête, même si c'était une prison. Elle m'attendait à chaque fois qu'elle le pouvait, et moi, comme j'étais capable consciemment d'y retourner, comme dans un rêve, j'y allais. Et comme je l'ai nourri cet endroit, j'ai créé ce petit lac, un cabanon, flanc de colline, au plus haut. Il y a tout dans mon esprit. Hein. Il y a une petite cascade un peu plus haut. Si on promène un petit peu plus loin, il y a un rocher qui surplombe le lac, etc. Avec un petit arbuste un peu couché. Il y a tout. Hein. Ça existe et ça existe toujours. Et du coup, j'ai généré ça pour me reposer, pour m'extraire de la vie d'ici, pour fuir, certains diraient. Mais oui, j'en avais besoin, comme beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin de se reposer, besoin de se ressourcer, de reprendre des forces. Par ici, nous sommes vampirisés de tous les côtés. C'est ça, c'est émotionnellement, physiquement, mentalement. Certains, ils en peuvent plus, ils comprennent même plus ce qu'ils foutent là. Comprennent même plus. Et donc, moi, me suis créé ça, j'ai cette opportunité-là de m'être créé, de l'avoir renforcé, nourri sans arrêt de ma propre énergie, de ma propre conscience, moi j'appelle ça le projection de conscience. Je me projetais là, j'ai dit, c'est pas grave, j'en fous, j'en ai plus rien à cirer de cette vie. Je continuais, et puis jusqu'au moment où, quelque part, elle m'a demandé, ma chaîne, je l'ai entendu, c'est pas des vrais mots, mais je l'ai entendu. Elle m'a demandé. Alors du coup, là j'ai compris, je dis, waouh, dans mon égoïsme, je l'ai emprisonnée, elle était toute seule. Et du coup, elle partait, mais elle revenait. Et puis, de moins en moins souvent, et là je la vois presque plus maintenant. De temps en temps, je l'appelle et du coup, j'arrive pas à la voir du premier coup. Mais les premiers temps, quand je l'appelais, quand j'étais emmené d'abord dans les rêves, puis après dans les rêves lucides, puis en astral, et puis très vite je sortais de là, je l'appelais, j'ai dit, et puis elle venait et on faisait comme avant, on me promenait, elle était là avec moi toute la nuit, où que j'aille, elle était là avec moi et ça me réconfortait parce que j'en avais besoin, parce que c'est un des rares êtres que j'ai autant aimé. C'est vrai que il a fallu qu'elle décède pour que je le réalise. Donc, bon. Et du coup, vous voyez ce lieu, je l'ai créé toute pièce et je me suis aperçu après coup, lorsqu'il m'est arrivé un phénomène d'une entité, un des gardiens de ce monde, qui est monté du lac comme ça, et j'ai vu cette énorme tête qui est sortie de là. J'ai failli m'incruster dans le rocher derrière, tellement que j'ai reculé. Je dis, mais je croyais être seul ici. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais réussi. Comme quoi, la réalité, c'est quoi, en fait, hein? J'avais imprimé avec tellement de conviction cette réalité qu'elle s'était imprimée sur le monde. Elle était devenue réelle. Et c'est pas un grand coin, c'est pas 3 hectares, hein, c'est pas très grand. Hein. Et cette créature a voulu voir qui était là. Parce que c'est des créatures qui aujourd'hui ne sont plus trop visibles, encore que. J'ai vu que beaucoup d'entités certaines personnes avaient réussi à filmer ces créatures qui pouvaient aussi bien nager dans les flots que dans les nuages.
Et des fois, on a vu ce genre de créatures volant dans les cieux. Je dis, ça paraît complètement incroyable. Ça veut dire qu'elles sont capables de changer de structure. C'est assez fascinant. Et du coup, j'ai pu réaliser à ce moment-là que ce lieu avait été devenu réel. Voilà. Et d'où mon projet d'aujourd'hui. Hein. C'est pour ça aussi. Et donc, on sait qu'on peut créer et générer de la réalité. Et donc, oui, là, c'est là où je rejoins et je suis totalement d'accord, où depuis longtemps, quand certains disaient « nous sommes des co-créateurs », c'est absolument vrai. Mmh. On crée notre au-delà aussi, alors, quelque part. Oui, on crée tout. Ouais. Le pire et le meilleur, quoi. Mmh. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va bien falloir regarder ce que je crée pour voir ce que je suis. Et ne plus écouter les influences, les interactions, les chuchotements, les peurs qui entretiennent les pires cauchemars. Voilà. Et parce que j'ai dit, mais c'est nous qui le créons, parce que à force d'années de conviction, de certitude, c'est comme ça, des années, à un moment donné, je veux dire, mais ça devient vrai, quoi. Vous le voyez à quel point l'obscurité, elle est là, alors que pourtant, il y a énormément de lumière. Encore ce paradoxe, il y a les deux qui cohabitent en ce moment. Alors certains disent c'est la fin de l'ancien monde, etc. Je dis oui, mais dans un futur lointain, ça recommence. C'est cyclique. On n'en finit pas, quoi. Alors pour ça, on en parlait avec Luc Baudin. On a évoqué cet axe, hein, cet exemple-là, on l'a évoqué avec Luc Baudin. Et il parlait d'une spirale, d'une sorte de tore. Donc, d'une montée, d'une évolution, quelque part. Même si c'est cyclique et que c'est effectivement circulaire, ça monte, quelque part. Et moi, j'aime cette vision-là, en perso, parce que... je vais dire de cette façon-là, d'une manière ou d'une autre, nous évoluons quand même. Nous avons été ralentis dans notre progression, quand même. Mais nous continuons à évoluer. Disons que quelque part, il s'est passé toutes sortes de procédures qui n'auraient pas dû se produire. Des règles ont été enfreintes pour empêcher l'évolution de l'humanité. Parce qu'il y en a plusieurs qui se profilent. Il n'y en a pas qu'une seule. Il n'y a pas que l'élévation en fréquence. Il y a un changement radical de l'humanité. La plus importante étant d'accéder à cette nouvelle évolution, un nouvel ADN, un nouveau corps, un nouvel esprit, une nouvelle race. Hein, ça c'est mais quelque part nous avons été freinés, mais comme je l'ai dit, à un moment donné, beaucoup de lumière, je les appelais les piliers de lumière la nuit, parce que ça se voit la nuit lorsqu'on est décorporé. On voyait comme des rayons lumineux qui sortaient des maisons, quoi. C'était extraordinaire. Et à un moment donné, ça avait beaucoup baissé, et là c'est revenu. Et même peut-être plus flamboyant qu'avant. Ce qui veut dire bien ce que ça veut dire, l'évolution se fera de toute façon. Je crois que c'est important ce que tu disais juste précédemment, parce que tu évoques la visualisation créatrice et à quel point justement on peut par projection créer. Ça me fait penser, tu sais, bon, dans ma pratique de médium, j'ai ce que j'appelle la salle d'attente. Donc, et c'est un espace qui a été créé, que j'ai créé finalement, et ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que ce que tu témoignes aussi, dire mais c'est ma création en fait, c'est ça que j'ai créé. Donc les âmes qui viennent travailler avec moi sont dans cette salle d'attente. Maintenant, je peux les voir avant même qu'ils prennent leur rendez-vous pour certains. Et sur de la communication avec les défunts, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est un espace dédié de jonction, de rencontre. Ça me faisait penser à ça quand tu parlais justement des expériences avec ta chienne, où tu as créé cet espace-là pour pouvoir la retrouver. Et c'est exactement le même phénomène dont je peux témoigner pour la communication avec les défunts, où c'est une pièce dédiée, un espace créé dans voilà, c'est pas ici dans la matière, mais où il y a vraiment ce mouvement où, hop, on se donne rendez-vous à cet endroit à ce moment-là pour avoir un échange, une communication, un instant partagé. Tu parles de partager, c'est exactement ça, en fait. Me semble vraiment importante, et surtout sur ce que tu disais, de dire oui, on est freiné, on est ralenti. Je crois qu'on le dira jamais assez, à quel point on est créateur déjà par notre pensée, par notre projection. On est quand même dans un système un petit peu holographique, si tu m'accordes ce terme-là. Tout à fait. Aujourd'hui, bon, on dira jamais assez, éteignez les télés, rendez-vous compte de la machinerie Hollywood et de ce qu'on vous induit comme apocalyptique, comme fin du monde, comme gros méchant, comme guerre. Mais si c'est déjà rentré dans nos pensées, même inconscientes, c'est déjà ce qu'on est en train de créer par nos visualisations et nos exactement. Et oui, là, nous sommes entièrement d'accord sur tout le processus de création. Actuellement, les gens créent leur propre enfer qui leur a été suggéré.
qui leur a été suggéré, mais ils l'ont validé quelque part. Est-ce que c'est pas un petit peu ça la notion de terre-prison aussi? C'est-à-dire beaucoup d'humains n'ont pas d'autre choix que de créer ce qu'on leur induit. On choisit quelque part, oui. Alors oui, ça peut être une histoire d'éducation aussi, ou de conditionnement. Oui, sur ce schéma-là. Maintenant, je commence à côtoyer et à rencontrer des êtres qui parviennent à sortir parce qu'ils sont capables de voir la sortie. Certains me sortent par contre, à l'inverse, ils me disent, j'ai la sortie, je sais par où passer. Je dis non, c'est pas la sortie. Ça, c'est un leurre. Mais par contre, oui, il y a des gens qui savent sortir parce qu'ils sont capables de voir, d'intégrer ça dans leur réalité et de co-créer. Alors oui, la prison, elle est d'abord mentale. Oui. Émotionnelle aussi. Émotionnel, mental, conditionné, ouais. Voilà. Si on parlait un petit peu de la sortie, du coup, on aime bien faire des ouvertures, apporter un peu des solutions justement dans nos émissions. La sortie, ça passe par quoi? Ça passe par la souveraineté, ça passe par un niveau de fréquence, c'est quoi selon toi? Le niveau de fréquence n'est pas suffisant parce que de toute façon, tout ce qui doit monter redescendra. Si vous êtes vivant, vous serez obligé d'osciller, comme ça, de remonter, de redescendre tôt ou tard. Vous aurez des phases descendantes, voire des moments dépressifs. Ça arrivera. Des moments de doute, des moments où vous allez trébucher, mais il faut bien se dire, nous sommes dans ce monde polarisé, c'est normal. J'allais dire, il y a des lois qui sont très difficiles à enfreindre quand même et qui sont très puissantes. Après, comment sortir? Déjà, comprendre que ces jeux pervers d'influence négative, sombre, malade, j'allais dire, détraqués, qu'il peut y avoir, tordus de la réalité, ne les validez pas. Je sais que ça va être dur, le chemin inverse, de dire, parce que la question est là, les gens ne savent pas ce qu'ils sont, ils ne sont pas éduqués. Ils ne savent pas qu'ils sont des êtres puissants, qu'ils sont des êtres lumineux pour la plupart, d'autres non. Hein. Mais il y en a quand même pas mal, énormément, même des gens qui sont parfois un peu bourrus. Je dis, mais attends, il me sort 2-3 vérités, des fois, je reste cloué sur place, avec des mots simples, certes, mais l'intention y était, elle était parfaite. Donc, quelque part, comment rééduquer aux gens, leur dire, oui, c'est vrai, il y a tous ces menteurs, il y a tous ces manipulateurs qui vous susurrent à l'idée, comme ça, l'idée, la pensée, l'influence, vos rêves, tous les égrégores, etc. Mais au final, qui donne vie à tout ça? Qui matérialise, manifeste ça? Qui? Vous? Pas toi personnellement ou toi, mais tout le monde en fait. Vous manifestez ça, donc quelque part, on doit, nous, moi c'est ce que j'essaie de faire. Oui, il y a cette obscurité, machin, mais essayez de revenir à la source d'abord de vous-même, parce que vous êtes, moi je dis, c'est pas vrai, les gens ne sont pas méchants, c'est pas vrai. Fondamentalement, on dit, les humains, la guerre, tout. Non. Ça vient, c'est autre chose, c'est d'autres mécanismes qui font que on se bat contre des religions, des machins. Tout ça, c'est le clivage, ça fait partie de la fragmentation, de la désunion de ce monde pour qu'on ne soit pas capable. Tous ceux qui ont un petit peu voyagé, ils ont pu se rendre compte que c'est archi faux. Qu'on rencontre dans tous les pays, même très éloignés de notre façon de penser, les gens globalement, ils essaient de te connaître, des fois ils rigolent, des fois, c'est même bon enfant, hein, la plupart du temps. C'est très rare. Moi, j'ai jamais été agressé pour quoi que ce soit quand je promène dans le monde. Et j'ai été encore au Vietnam il y a 2 mois, hein, j'y étais, hein. Et aucun problème. Hein. C'est pour ça que quelque part, il y a des croyances, on a validé tout ça, un système. Les gens ne sont pas éduqués, ils n'ont pas compris qui ils sont. On leur a appris le monde rationaliste, le mental, voilà ce qu'est le réel, voilà, et ça, lui, c'est un gourou, Michel, c'est un pauvre con, il raconte n'importe quoi. Je dis, mais on s'en fout du discours de ce que dit Michel. Essaie de comprendre la quintessence. Tu n'es pas ce corps uniquement, tu n'es pas que ce mental, tu n'es pas que cet ego, tu es quelque chose d'autre. Essaie de tendre vers ce but, de comprendre. Essaie de te mettre en contact avec ça.
cet état de présence. Certains vont le passer par la méditation, ils comprennent ce qu'est la présence, le soi. Hein, et ils vont comprendre là, par des exercices certes très pratiques, de focalisation, de s'extraire de l'ego et de la pensée qui prend tant de place. Parce que la pensée est notre propre ennemi, la peur est notre propre ennemi. Et donc, quelque part, comment arriver à s'extraire? Déjà, il faut se reconnecter à soi et ne plus être complètement à côté de comme on dit, marcher à côté de ses pompes, quoi. Parce que beaucoup de gens vivent leur vie sans goût, sans saveur, sans odeur. Ils ont perdu. Au début, ça avait l'air sympa, et puis petit à petit, la routine a fait que ils se sont perdus en route, quoi. Ils sont plus là. L'aseptisation de la société n'est-elle pas responsable de ce phénomène quelque part? Moi, j'ai envie de te dire, on nous compare souvent à des bisounours ou au New Age. Ça, c'est un fait. Hein. Peut-être pas pour toi, hein, parce que ça m'arrive aussi de le dire dans ces termes-là, mais je veux dire. Il y a tout un panel, là. Ça dépend qui. Parce que certains en ont fait un sacré business. Quand même. Alors, il y a le côté business, effectivement. Mais au-delà de ça, on a vécu énormément d'épreuves. Pour ma part, j'ai connu extrêmement de violence. Et j'ai vécu dans des milieux très violents. Je suis né dans le 93. J'ai été à la rue très rapidement, à Barbès, notamment. J'ai été délinquant quand j'étais très jeune. Et après, voilà, c'est il y a 20 ans. Donc, voilà. Avec tout le recul que j'ai, je reconnais le fait que d'être dans la gratitude tous les matins, à mon réveil, pour des choses très simples qui m'appartiennent et qui ne m'appartiennent pas au présent, que j'aurai peut-être probablement plus tard. Je remercie pour énormément de choses. Je reconnais le fait que d'envoyer des pensées positives, de stopper les pensées anxiogènes a un impact sur mon quotidien. Et cette question vibratoire et fréquentielle, de fait, elle est projetée dans la réalité de mon quotidien. C'est-à-dire que je me retrouve confronté non plus à ces crises d'angoisse, à ces crises d'anxiété, à ces peurs, à ces doutes, mais au contraire, je me sens transporté et je navigue presque sur un océan calme, alors que la situation est à l'insurrection et à la crise économique et à la fin du monde et à la fin des temps. On est d'accord. Ouais. Mais tu comprends cet aspect-là, Michel, et je te l'avais dit. C'est tout un cheminement, toi, tu vois. Oui. Toi, tu as eu tout un processus de maturation, on va dire, qui t'a amené à ça. Parce que tu as compris que ta propre pensée, ta propre colère, mal contrôlée, à un moment donné, a été destructrice pour toi. Et donc, il dit, une part de toi a commencé à comprendre, à un moment donné, je dois pacifier ça, parce qu'en fait, cette rage que je pourrais avoir envers le monde, ou cette frustration, qu'importe, ce manque, j'ai envie moi aussi, d'avoir une vie prospère. Et j'ai envie, quelque part, que la vie soit plus chaleureuse, plus bienveillante pour moi. Donc, je dois commencer par moi. Et oui, c'est le départ. Quelque part, on doit être en paix soi-même pour commencer le chemin. Et c'est pas simple du tout. Hein, d'accord? Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On doit être en paix. Et quelque part, ce que tu fais, c'est simplement dire, je remets le compteur à jour le matin. Je dis, voilà. Hop, je me resynchronise. Voilà, je suis présent à moi. J'existe maintenant. Je me mets en paix vis-à-vis. Ok, ça c'est pas réglé. Ça, il y a plein de problèmes. Mais moi, en tout cas, je ne rajouterai pas de l'égrégore à de l'égrégore. Je ne rajouterai pas de la noirceur à la noirceur. Exactement. Je vais vaquer, vivre dans une forme de paix relative qui me permettent d'appréhender les événements beaucoup plus sereinement et beaucoup plus calmement. Mais je me suis conditionné pour ça, Michel. Je me suis mis des filtres. J'ai imposé des filtres, notamment par rapport à la culture, par rapport au cinéma, par rapport à l'actualité. Tu sais, on a fait Méta TV, c'était 10 ans de revue de presse. Et on était des whistleblowers. Là, d'ailleurs, elle a fini par être fermée, mais je me souviens, c'était très contestataire pour l'époque. Et effectivement, mais il y a un effet, un double effet qui se coule. Quand on fait de la revue de presse anxiogène tous les jours et qu'on ne voit que ce qui ne va pas, ça nous impacte aussi au bout d'un moment. Ça fait un focus. Tu ne fais que regarder que ça. On le souligne, on fait un zoom dessus, clairement. Et
on imprègne les autres de ces informations. Et effectivement, moi, j'en ai marre des gens qui parlent de New Age ou qui critiquent l'aspect New Age, parce que le New Age, c'est pas ça, c'est l'orientalisation, la paganisation de la culture ésotérique en France, notamment, ou en Occident, principalement. Mais c'est pas le fait d'être positif. Pareil, tu parlais de l'aspect commercial, mais ça ne vend pas, le positif. C'est le drama, Non. c'est le clash. C'est vrai. C'est vrai qu'on utilise, mais c'est ambigu. Parce que moi, j'ai quelques personnes, je ne vais pas les nommer parce que je les connais bien. Ils sont sympathiques sur Avignon. Il y a des gens qui sont pas mal, mais quelque part, j'utilise la souffrance des gens pour les amener sur un terrain qui les sauvera. Probablement, mais le problème, c'est que quelque part, en tant que responsable, quel que soit ton point de vue, on doit d'abord éduquer les gens. Il faut leur donner les outils d'analyse, être capable de comprendre ce qu'il en est. Parce que c'est un peu facile de dire tu penses mal, moi je vais t'esprier. Non, il faut éduquer. En gros, c'est ça le vrai problème de la civilisation. Comment dire dès l'enfance, pratiquement aux enfants, et dire sois toi-même. C'est pas facile de dire à un enfant sois toi-même. Ah oui, mais alors je peux faire ce que je veux. Non, c'est pas ça. C'est pas égoïstement être vampiriser les autres. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Pas du tout. Non, il s'agit déjà d'éduquer, de dire, tu sais, tu es aujourd'hui un enfant, tu seras plus tard un adolescent, un adulte, un jeune adulte, puis un adulte. Tu auras toi-même des enfants, tu vas devenir vieux, et un jour tu vas mourir. Wow, c'est dur. Bon, ça se fait progressivement. Et de dire, mais en fait, tout ça, ce n'est qu'une phase dans ton évolution. Ce que tu crois être le début et la fin n'est en réalité qu'une phase de ta propre évolution. On en est loin. Et tu dois apprendre dès le départ. Il faudrait éduquer. Oh, qu'importe les termes, peut-être que je les emploie pas bien. Le scolaire, il est pas. Voilà, on en est loin. Ben, en tout cas, il faudrait éduquer dès le départ que. Oui. Nous ne sommes pas nous descendons pas forcément des singes, que c'est une évolution machin. C'est complètement absurde. On s'appuie sur des théories et on le vend comme une certitude. Alors que ce n'est qu'une théorie. Et je veux dire, le Big Bang, voilà, ça c'est la réalité. Puis on verra que dans 50 ans, on aura une autre théorie, le rapport à l'univers sera différent, etc. Mais souvent, on nous dit, voilà, c'est ça la réalité, et tu n'as le droit que de parler que de ça. Je dis, mais moi, je dis parler de tout, au contraire. Chercher, même si c'est complètement improbable, complètement aberrant, mais ça vous permettra peut-être de trouver ce chemin qui est si important. Parce que souvent, on nous dit, ça a été un petit peu, j'ai été un petit peu choqué parfois avec ça, tu dois être sur le chemin de ta vie. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre d'être sur le chemin de ma vie. Ce que je veux, c'est être le chemin, l'incarner. C'est moi qui le crée. Je veux être aux commandes de ma vie. C'est moi qui dois maîtriser ça. Je veux pas être programmé à aller là, cette épreuve-là, puis là, voilà. C'est ce qui est prévu avant ta naissance. Mais je t'emmerde. Moi, je veux être aux commandes de ma vie. Vraiment, je veux apprendre. Je veux avoir le vrai choix, le vrai libre arbitre, pas ces conditionnements qui me font croire que je suis libre, mais que c'est faux. Parce que si je pense mal, on me remet vite sur le droit chemin. Non, j'ai dit chacun a le droit d'être lui-même. Et qu'importe si parfois, il commettra des erreurs. Tu le sais, toi, Rudy. On commet des erreurs, mais parfois, ces erreurs t'ont permis de comprendre des trucs importants. Bien sûr. Et des fois, c'est des souffrances horribles. Hein. Des fois, c'est des souffrances horribles. Mais oui, ça y est. Pour moi, c'est ça la définition de la planète école. C'est que de toute façon, tu vas faire tes expériences, tu vas vivre et tu vas en ressortir grandi. Veux pas, que ce soit par rapport aux attentes ou que tu les dépasses ou que tu casses des murs ou que tu te tombes et que tu relèves. Tu fais tes classes. Derrière, tu fais tes classes et tu en ressors déjà plus grand que quand t'es arrivé. Je vais être un petit peu encore, je vais revenir un petit peu à contre-courant légèrement. Tout à l'heure, Rudy a parlé de réincarcération. On ne peut pas dire réincarnation. Ouais.
car à un moment donné, il y avait un être sur YouTube qui faisait pas recette et qui disait justement que l'évolution est lente chez l'humain, etc., qu'il doit apprendre de ses erreurs, de ses expériences, etc. Puis après, il y aura un auto-jugement, pas un jugement extérieur, un auto-jugement sur soi, et qui dit ouais, là, j'ai chié dans la colle, là, c'est pas bon, il faudra que j'y recommence. Et puis bon, non, mais là, t'inquiète pas. Quelque part, c'est ça. Hein, c'est tu vas te refaire une santé là, et puis quand tu seras prêt, tu reviendras dans la matrice pour finaliser ce petit truc que tu n'arrives pas à passer. Le problème, parce que moi, je le vis, je le vois. Vous le voyez pas. Je vois des gens qui ont recommencé 10 000 fois. Et qu'importe, nous dit-on. Non, parce que justement, les expériences ont été déjà faites. 1000 fois, 10 000 fois. Il y a un truc qui va pas, là. Parce que je veux dire, si la personne recommence sans cesse, sans avoir le moindre souvenir de son expérience d'avant, sans avoir même eu l'impression du travail accompli, j'allais dire, j'ai réussi à passer une épreuve, et que tu recommences incessamment. Et donc, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche dans le processus de j'ai transcendé, j'ai évolué. J'ai l'impression, plus que d'impression, mais je vous le dis comme ça, que quelque part, le prix à payer, il est un peu trop élevé, là, quand même. Parce qu'il y a un petit peu trop de souffrance, justement, que là, on est parti complètement dans quelque chose d'autre, à part quelques-uns qui essaient, heureusement, de nous ramener. Nous sommes quelques-uns, essayer de ramener quelque part une trajectoire qui serait beaucoup plus juste, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus alignée par rapport à soi. Parce que c'est bien beau d'expérimenter, de transcender et d'évoluer. Encore faut-il en récolter les lauriers. Mais alors justement, est-ce que cette personne dont tu parles, cet exemple, il est parlant, tant mieux. Est-ce qu'elle a fait ses choix de manière volontaire ? Sûrement pas. Sûrement pas. C'est ça le problème, justement. Mais c'est là où on diverge, je pense. Enfin, en tout cas, pour ma part. Mais mais développe, justement, ça m'intéresse. Développe, là, justement. Va au fond de cette pensée-là. Alors, Tamara, je sais pas. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est toujours volontaire, que les choix sont volontaires, les choix d'incarnation sont liés directement au libre arbitre, et qu'effectivement, certains sont adhésions de l'évolution dont tu parlais tout à l'heure. Tu es au courant de ça. Tu connais les cycles 1 à 9, les cycles karmiques, la théorie des vibrations maîtres qui reviennent s'incarner et qui redescendent dans la mouise quelque part, parce qu'on parle quand même d'un tunnel d'incarnation, c'est redescendre dans la matière, dans la lourdeur, dans la pesanteur. C'est très compliqué. Et pourtant, on revient. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un amas d'informations ? Est-ce que quelque part, même s'il y a le voile de l'oubli, on n'a pas une information qui... La lumière, c'est de l'information. Quand on prend le spectre lumineux, on peut très, très largement le comparer à l'information. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de résultante qui vient se stocker au niveau, par exemple, des annales akashiques ou de notre moi supérieur, de notre conscience, de notre esprit ? Est-ce qu'il, lui, il n'accumule pas tous ces bagages ? Il y a quelque chose qui est un petit peu étrange. Oui, la mémoire akashique, la mémoire de la Terre, la mémoire, notre propre mémoire, ça serait absolument exact si quelque part il n'y avait pas parfois de la manipulation. C'est là où on diverge. Toi, tu m'expliques un système parfait, tout à fait, j'allais dire, légitime, gentil, etc. Moi, je te dis que lorsque les enfants naissent, ils sont traumatisés dans l'astral. Alors, d'où ça vient, ça ? Et je le vois. Alors, du coup, je dis, OK, il y a cet absolu, je sais, je rencontre actuellement des fois des décédés. Là, actuellement, c'est tout nouveau, j'en vois même plus que d'habitude. Et certains sont convaincus de leur évolution, de ce schéma de pensée dont tu parles. Oui. Et j'ai dit, mais l'univers n'est pas là, hein, il se limite pas là. Moi, je leur dis, attention, hein, l'univers est beaucoup plus vaste que ça. Dans la création, et là, mais non, mais c'est très vaste, je suis allé sur d'autres mondes, j'aventure. Non, tu n'es pas sorti de l'astral. Mais c'est vrai que où est la différence entre une création, une co-création et une illusion ? Il n'y en a pas beaucoup, hein, en fait, en réalité. Alors que l'univers a des phases et des trucs bien plus vastes. Moi, j'aspire à aller au-delà. Et les concepts de libre arbitre, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est intéressant. Très compliqué. C'est pas quelque chose qu'on pourrait résumer aussi facilement. Est-ce que tu as programmé réellement toutes les épreuves pour
dans le but d'évoluer, de transcender, d'atteindre un certain niveau, hein, et puis de sortir de la grille, hein, comme on dit, comme on disait, c'est pas dans les Écritures, il y a un terme, je me rappelle plus ce terme, mais bref, la séparation entre le haut et le bas, on va dire ça aussi. Mais quelque part, oui, il y a des gens qui reviennent. Regarde, Cyrielle te dirait, moi je suis un triple 3. Hein, je suis dans la communication, corps, âme, esprit. Hein. Je suis un prince planétaire, etc. Comme il y en a eu un autre, hein, qui était un triple 6, qui était un triple 9 en fait, mais qui est passé un triple 6, etc. Et il y a eu des gens comme il y a Ama, hein, qui est en Inde, je crois, qui est triple 9. Hein, et etc. Donc ce sont des êtres qui sont hyper spirituels, et personnellement je suis un communicant sur tous les plans, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, hein. Et donc oui, j'ai une approche différente qui est aussi identique à la vôtre, puisque mon éducation vient de ça. J'étais dans le grand changement avant que tu génères ta chaîne aujourd'hui, puis qu'il y a, j'allais dire, une inspiration qui est similaire du début du grand changement, en fait. C'était ça, hein, c'est ce que tu fais là. Et j'ai dit, c'est ce que j'aime d'ailleurs. Hein, j'ai dit, là, c'est plutôt une quête de vérité, une quête de sens. Je cherche. J'ai un bagage, mais dit quelque part, il va bien falloir à un moment donné que tu ailles plus loin encore. Parce que tu verras qu'il y a aussi des règles qui ont été enfreintes, mais tu te dis toujours, mais ça fait partie de l'expérience. Parce que la source l'a permis. Mais c'est ça qui est passionnant, parce que à d'autres niveaux, il n'y a aucun problème. Mais sur de multiples phases, quand même, beaucoup de règles ont été enfreintes, beaucoup de souffrances ont été engendrées, et surtout, lorsque tu raffines la lumière, on va dire ça, la damantine, le prana pour certains, ils diraient. Quand tu le raffines pour toi, que tu le stockes dans ton réservoir, j'allais dire, que tu agrandis ce réservoir qui devient énorme en toi, hein, c'est pour ça que certains, j'allais dire, les maîtres nombres ont des réservoirs beaucoup plus grands déjà à la base, hein, et ils sont déjà beaucoup plus larges, avec des capacités de récupération bien plus grandes, même s'ils restent humains, hein, quand même, hein, fondamentalement. Parce que moi, j'ai rencontré des 33, excuse-moi, pas réveillés. C'est une catastrophe. C'est pire que tout, parce que c'est le paradoxe. C'est si ces gens-là ne se réveillent pas, ils sont pires que les autres. Bien sûr. Parce qu'ils ont la capacité d'être des leaders, d'être des dirigeants. Mais je crois qu'Hitler était 33 aussi, je suis pas sûr. Et oui, et puis de temps à autre, il y en a qui d'un coup, un choc, une mort, un décès dans la famille, qu'importe, les réveille, et ils se réveillent du mauvais côté de la barrière. Ce qui dit, bon, ok, c'est ça l'expérience, bon, il va bien falloir maintenant que je rectifie le tir. Mais c'est dur, mais ça fait partie aussi de l'expérience. Je pense que c'est difficile parce que aujourd'hui, c'est pas simple, c'est pas aussi, je pense pas détenir la vérité, l'absolue vérité. Et je pense que tu ne la détiens pas non plus, mais tu le sais déjà. Oui, bien sûr. Et donc, quelque part, ça va être un petit peu entre les deux. Ça va être plus compliqué, plus nuancé qu'il n'y paraît. Oui. Ah ouais, c'est bon. C'est pour ça que bon, de toute façon, de notre point de vue humain, je pense qu'on n'est pas capable complètement de voir et de comprendre l'absolu. Parce que c'est pour ça que je parle de plus en plus, je dis un mot complètement irrationnel, je parle de relatif absolu. Donc on essaie de tendre vers cet absolu relatif par notre perception d'humain, parce que l'absolu est inaccessible à là ici en tout cas, de notre point de vue. On peut tendre vers, voilà. On va s'écarter un petit peu du sujet principal pour aller sur un sujet connexe. Moi, j'aimerais savoir, selon toi, un pourcentage par rapport à la population mondiale terrienne de portail organique. Il y a eu un moment où ça avait l'air de se réduire, mais selon moi, on est à plus de la moitié. Mais encore une fois, ça rejoint énormément de constats. Hein. Je fais beaucoup d'intervenants. D'accord. Et tu peux approfondir un peu plus ? Au niveau ressenti, lorsque tu rentres en contact avec les gens, tu t'aperçois
Alors, avec l'expérience, tu apprends à ressentir la présence des autres. Je sais pas, voilà, c'est le plus simple chose que je pourrais expliquer, le plus simplement. Très vite, tu peux avoir un petit clin d'œil. Des fois, tu es en train de parler un truc, l'autre parle à côté, tu sens la petite complicité, pourtant on se connaît pas, tu vois. Et tu sens tout de suite une connexion qui est étrange, hein, parce que tu les connais pas, ces gens. Et une connexion, ça veut dire qu'on se reverra peut-être plus, mais tu sens qu'il y a c'est comme si on était frères. Avec l'expérience, on a appris à ressentir les autres. Et parfois, bon, tu les captes pas, les autres. Mais quand tu es attentif, tu t'aperçois autour de toi que il y a énormément de gens, tu ressens rien. C'est le néant. Ouais, c'est vide. Ouais. C'est une coquille vide et vraiment, tu l'entends parler. Tu es là, tu penches la tête, tu cherches, tu vois, tu te dis... Ça parle, il y a du son qui sort, mais il y a personne à l'intérieur, tu vois. Je dis bon, c'est méchant ce que je dis. Non, il n'est pas connecté, quoi. C'est une machine organique, très sophistiquée, simulant la conscience, très intelligente, des fois très pragmatique. Attention, c'est costaud. Mais tu regardes, mais tu ne ressens pas sa présence. C'est terrifiant. Il n'y a pas cette connexion. Il n'y a pas cette complicité, même si on n'est pas d'accord. Regarde, Rudy, Tamara, tous les trois, on parle, et je vous ressens. Et je pense que vous me ressentez en présence. On va pas rentrer dans les détails égotiques, mais on se ressent. Enfin, moi, je vous ressens, en tout cas. Donc, vous êtes bien vivant, bien connecté. Vous existez en tant qu'être vivant, incarné. Et alors que, il y a des fois, je crois, mais j'ai l'impression même que ce sont des hologrammes. Je dis, il n'existe pas, il y a personne là en fait. Et ils s'approchent de toi naturellement? Est-ce qu'ils sont attirés par toi? Non. Mais parfois, moi, je vais vers eux. Parfois, tu te retrouves dans un côté festif, etc. Tu t'approches. Il y en a 1 sur 5 qui va te regarder. Donc, il t'a vu, il existe. Et les autres, ils sont pas là. Et ils te voient pas ou ils semblent te regarder, mais sans te voir. On dirait des figurants, je sais pas. C'est ce que j'allais te dire, ce mot-là aussi, comme des figurants. Voilà. Des PNJ. Plus on développe sa conscience, plus c'est comme ça. Tu les vois. Des fois, c'est désagréable. J'ai pas envie de sortir. Ça me gonfle. Et de temps à autre, tu croises une personne. Ah, tiens, j'ai bien fait de sortir. Finalement, il y a quelqu'un là qui m'a ouvert une lumière là. Je veux dire, c'est super. Et ça ne paraissait pas au premier abord. Et dire, waouh, super. Et du coup, t'as envie de t'arrêter, de boire un petit café avec la personne, discuter, échanger sur des banalités de la vie, mais pour juste voir la personne, la ressentir. C'est tout. Hein. Moi, c'est ce que j'aime. C'est en fait avoir de vrais contacts. C'est pour ça que je suis un vrai bavard quand j'ai envie d'échanger avec qu'importe qu'ils soient différents de moi, mais je dis mais quelqu'un de connecté, je dis c'est toujours enrichissant. C'est toujours parce qu'il y a un échange qui se produit toujours en permanence que je ressens là en permanence là. Je le ressens avec vous là ce soir. Il y a un échange qui se produit énergétique et j'allais dire un petit peu émotionnel, un petit peu aussi, mais c'est vrai que c'est énergétique. Il y a un gros échange d'informations, de flux et dire voilà, là on fait un échange. Et c'est enrichissant. Là, oui, c'est nourrissant. Et c'est ce qui manque. Le vrai contact. Parce que il y a, le clivage de la société. Un homme ne peut pas discuter avec une femme sans qu'il le drague ou qu'il le mate, etc. Parce qu'il y a toujours des a priori. Tu ne peux pas rencontrer une personne. Des fois, il y a des gens qui te regardent. Alors, tu sais pas pourquoi. Alors, moi, l'autre fois, j'ai compris pourquoi. Parce que la personne s'est levée. Michel Ribes. Ah oui, d'accord, il m'avait reconnu. Donc je dis oui, ça a l'air marrant. J'étais pas sûr, mais à la voix, ça y est, je t'ai reconnu. Bon, l'autre fois, c'était ça. J'étais à une terrasse de café, je mangeais ma salade. Je dis, alors, il y a des fois, on te regarde un peu. Je dis, c'est bizarre, il me regarde un peu bizarrement. Et bon, mais c'est vrai que c'est toujours, c'est ça qui est magique. Mais on s'aperçoit dans ce monde qu'il y a énormément d'incongruences, d'aberrations, d'anomalies, des choses qui sont bizarres. Un jour tu vois ça et le lendemain il y est plus. Je parle des fois de choses dures comme un mobilier, un immeuble même. Je dis merde. Des bugs matriciels. Ah ouais, exactement. Et je dis personne s'en rend compte. Je dis non, regarde, mais ça a toujours été comme ça. D'où les 50% alors, parce que Tamara s'étonnait du chiffre. 50%. Du chiffre, 50%, c'est beaucoup. Chacun a dans sa famille. Hein.
Alors, j'allais te poser la question, justement, puisqu'on est sur aussi ces concepts de visualisation créatrice. Figurant, c'est un terme que j'utilise beaucoup aussi en patientèle pour leur expliquer. On est tous les figurants les uns des autres. Alors, c'est pas forcément avec la même signification qu'on donne à aujourd'hui. Mais la question peut se poser. Puisque je crée ma réalité, je peux aussi avoir besoin de certains figurants, donc des portails qui sont pas habités par une âme ou par une essence, mais qui vont donner la réplique, qui vont donner... qui te parlent à toi-même. Oui, tu te parles à toi-même. C'est comme un écho. C'est ça, qui viennent te renvoyer une information, alors soit qu'on aime, soit qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas qui viennent nous faire vivre cette expérience qu'on vient se créer pour pouvoir vivre et expérimenter dans notre réalité, ou dans ce qu'on croit être notre réalité. Oui, tout à fait. Tu discutes avec des parts de toi-même auxquelles des fois tu n'as pas accès, des parties sombres. Souvent elles sont un peu plus basses en fréquence quand même. Mais de temps à autre, c'est étrange. Par exemple, moi, j'ai vécu une expérience au Vietnam. Alors, c'est vrai que j'ai un détail, on dirait que je suis fêlé quand je parle de ça. En ce moment, partout dans le monde, on crée des villes entières et pas habitées. On crée une ville qui est complètement, qui n'a rien à voir avec le style du pays. Mais vraiment aucun rapport. Et partout, dans beaucoup de pays, j'ai vu ça en Turquie, j'ai vu ça au Vietnam, je suis resté con. Tu as des maisons traditionnelles, etc. Et puis d'un coup, c'est pas, j'ai changé de pays, je suis passé une frontière, je m'en suis pas aperçu. Et on visite. Alors c'est pourquoi pas, mais c'est très artificiel, c'est froid, il y a rien. Et il y a quand même des 2-3 commerces ouverts pour manger une glace, boire une bière pour certains, etc. Pas grand chose, mais soi-disant ça va être vendu pour des gens. Il y a même des buildings qui sont même tout vides, il y a rien. Je dis putain, il y en a des promoteurs qui ont investi dans une ville entière. C'est vieux, mais ça coûte, c'est pas possible. Et puis, je croise les nouveaux grands dadais, moi je les appelle les grands dadais, parce que moi j'ai une taille moyenne, je fais à peine plus d'1m80, je veux dire normal, quoi, standard pour un homme. Et de plus en plus, on croise des gens de 2 mètres. C'est de plus en plus fréquent maintenant de croiser. Et chez les jeunes, c'est assez spectaculaire, parce que j'ai croisé un jeune qui devait faire dans les 1m95, 2 mètres. Il se retourne vers moi, je le connais pas, moi je me promène, on prend des photos avec ma femme et ma belle-mère, on est là, on promène, on regarde ce truc froid, c'est froid, il y a pas de c'est pas vivant quoi, pas encore en tout cas, ou peut-être que ça le viendra, non, mais en tout cas c'est froid. Et ce type, il se retourne, il me dit, tu vois Michel, tu nous arrêteras pas. Qui me parle je dis, mais d'ailleurs c'est pas mon projet. Moi, j'ai un autre projet, plutôt de contacter, j'allais dire, les gens, les êtres vivants qui sont ici. C'est plutôt ça, mon projet. Moi, le but n'est pas d'arrêter l'ombre, etc. Non, faites votre truc. Moi, je m'en fous. Je suis pas là pour ça, moi. Je suis pas un combattant. Je suis pas le guerrier de lumière qui arrive tout pour fendre avec son épée à double tranchant. Je suis pas Michael. Il va terrasser le dragon, même si je m'appelle Michel. Mais bon. Mais non. Et il y a eu tout un discours. Ça n'a pas duré longtemps. Puis il se retourne, il part comme s'il m'avait pas parlé, s'il m'avait pas vu. Je dis, mais c'est qui encore une coquille vide qui d'un coup était incarnée par quelque chose qui communiquait à travers ces mots. Et ma femme me dit, tu le connais ? Pas du tout. Je sais pas qui c'est, moi. Ce qui prouve bien. Et après, j'ai eu une information qui me venait dire, mais il fait partie de cette génération spontanée de gens adultes qui arrivent sur Terre. Derrière, il y a des jeunes qui arrivent spontanément sur Terre, pas comme des nouveau-nés, mais qui arrivent déjà adultes et qui sont là une nouvelle génération d'humains qui arrivent, qui sera des entités qui vont encore, qui sont à un autre stade, qui sont, je sais pas ce que c'est, portail organique, qu'est-ce que c'est encore, et qui sont biologiquement identiques, mais qui sont extrêmement bridés. Il n'y a pas de conscience, quoi. C'est des Monsieur Smith. Oui, ou peut-être des agents du système, En tout cas, celui qui m'a parlé, c'était un agent du système. J'ai un contrepoids encore à apporter. C'est issu de mon expérience. J'étais justement dans une situation très précaire en banlieue parisienne et je me suis retrouvé avec tout mon barda, encore une fois, dans les transports en commun. Et j'ai aperçu dans le métro une personne qui était un clochard, on pourrait dire vraiment, un point de vue vestimentaire, au point de vue apparence, un clochard qui paraissait saoul et qui m'a parlé avec une limpidité cristalline au niveau de la voix, en me regardant, en me disant « Ce que tu viens de vivre, c'est qu'une épreuve, mais toi, tu t'en sors tout le temps. »
et il a détourné du regard et il est retourné dans le flou, exactement. Le flou de son rôle. Comme d'un coup, si on voulait te transmettre un message par l'intermédiaire de cet individu. Tout à fait. Et ça a été un moment de science-fiction, un peu comme ce que tu as vécu quand j'entends, parce que ça doit être assez effrayant d'avoir une... Ah non, sur le moment, tu restes immobile, tu te dis... C'est à moi que tu parles. C'est bizarre. En plus, tout est surréaliste. Cette ville est comme, j'allais dire, un bouton sur un visage. Tu vois, tu dis, oh, ce truc qui choque. En plus, c'est froid. Et ce personnage, ce jeune, me parle. Il aurait pu très bien dire autre chose, une banalité. C'est sympa ici, je sais pas, n'importe. Non, là, c'est s'adresser directement à moi. Tu ne l'empêcheras pas. Non, je dis, je suis pas là pour ça, moi. Moi, c'est les gens, c'est les êtres, c'est les âmes, c'est les esprits qui m'intéressent. C'est moi ici, c'est sans intérêt, vraiment. C'est l'expérience, c'est ici. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est les esprits. Toi, tu m'intéresses pas. Je vais dire, voilà, non, fais ton truc. Mais presque, c'est exactement, fais ton truc. Il y a aucun souci. Moi, ça va me glisser dessus. De toute façon, moi, j'ai 58 ans, j'ai encore quelques années devant moi. Après, je fais faire le plus longtemps possible ce que j'ai à faire, il me semble juste, même si parfois je suis surpris moi-même par mes propres projets, puisque je suis dans la spontanéité, justement. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça, de le vivre. Mais certains ne le comprendront pas. Tu vois, Rudy, tu as vécu ça, tu t'es dit, waouh. Alors j'aime bien parce qu'il y a l'esprit rationaliste qui vient derrière. Non, il m'a dit ça comme ça, tu vois. Mais attends, non, comment il peut savoir que je viens de vivre une épreuve? C'est trop privé, c'est trop intime. Et là, tu as réussi, t'as ressenti une connexion. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Et tu es là, à ce moment-là, c'est bien à moi que ça s'adresse. Hein. Il y a bien une connexion. Alors que après, quand le regard redevient flou, j'allais dire alcoolisé, mais bon, je vais pas être caricatural, mais quand il redevient flou, après tu te dis, non, il y a plus de contact, il y a plus de connexion, tu vois. Exactement. Une petite anecdote un peu bizarre puisqu'on est sur le rayon des confidences. Une fois en sortant du boulot, faut savoir qu'entre là où je travaillais et puis chez moi, il y avait à peu près 15 minutes en voiture, mais en ligne droite quand même, hein, donc c'était pas des détours. Et puis je vois un personnage, tu sais, un peu comme dans les films, celui qui pousse son caddie là, tu vois. Tu vois le truc assez visible quoi. Tu es obligé de le repérer dans le champ visuel. Et là c'était un monsieur avec un vélo et avec un porte-bagages rouge et un kawaii jaune quoi. Le truc tu peux pas le rater dans le décor. Ok, bon, je prends la voiture, je rentre à la maison. Donc je mets mes 15 minutes pour arriver chez moi en ligne droite et j'arrive à la maison, je vois le même dans l'autre sens. Et là, je me suis dit, là, il y a un bug complet dans la matrice. Ça n'est pas possible que ce soit la même personne. Puis une autre fois, pareil, en vélo, où je suis en train de me balader aux abords des étangs, et je vois un premier cycliste, pareil. C'est comme s'il y avait toute la vie en couleur et que ces gens-là sont un peu en noir et blanc. Il y a quelque chose qui les distingue. On les voit, on les reconnaît. Ce que j'appelle, moi, des Monsieur Smith, du coup, avec le côté un peu noir et blanc. Là. Et puis, il passe à côté, je sens une présence vraiment... Justement, je sens pas de présence, je sens du froid, du carton-pâte, tu vois, t'existes pas en vrai. Un hologramme, c'est particulier, tu n'existes pas en vrai. Passe une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et la troisième fois, je le regarde dans les yeux, je dis, je t'ai vu. Il est parti, il a disparu. Et de là... C'est la phrase magique. Oui, je t'ai vu, je te vois. Et de là, j'aime bien croire, alors ça reste une croyance. Pardon Michel, je sais que les croyances... Non, mais bon. Ça reste une croyance, mais j'aime l'idée à croire que... justement, si on n'est pas dupe et qu'on voit un peu ce qui est en train de se jouer, et que le fait de dire bam, je t'ai vu, c'est un peu comme mettre un peu de lumière, pardon pour ces codes-là, hein, Michel, mais de mettre de la lumière, pif, rayon de lumière, je t'ai vu, du coup je te dissous sur place, quoi. Tu vois, voilà, c'est vrai que cet acteur-là ou cet hologramme-là, ce programme-là ne sera plus là pour toi. Ça sera un autre. Ils vont essayer de changer, mais tu remarques quand même qu'il manque d'imagination quand même. Hein. Il y a l'indice du vélo, toujours le même. C'était bien tenté la première fois en mettant plein de couleurs, mais mais c'était un peu trop fluo, quoi. C'était un peu trop fluo là, les gars. Ouais, c'est pas très fin quand même. Hein. Il y a quelque chose de très. Et c'est ça aussi le point commun. Je sais pas si vous, les garçons, dans vos expériences, c'est pareil. Il y a quelque chose de très grossier, de très. C'est pas caricatural. Humain. C'est caricatural. Merci pour le terme. Tout à fait. Parce qu'on dirait que c'est supervisé par ou des intelligences artificielles ou il n'y a pas de vraie conscience parce que franchement moi tu pourrais
tu t'améliores avec le temps normalement. Tu affines ton truc. Alors ils affinent au niveau sécurité, machin, etc. Mais par contre, au niveau émotionnel, ressenti, ils se rendent pas compte que les gens ressentent quand même. Bon, je veux dire, mais surtout quelqu'un qui a pris quelques coups dans la vie, n'est-ce pas, Rudy, ou tout le monde. Au bout d'un moment, on affine, on devient pas des écorchés vifs, mais plus sensibles. Des fois, on est plus blessé, plus facilement, mais après, très vite, on revient beaucoup plus sur le droit chemin parce qu'on a compris ce que nous sommes. Mais les êtres qui interagissent et qui sont des hologrammes, des illusions, des figurants, des programmes, en fait. Et tu vois, tu te dis, j'ai un bug, j'ai un problème, je ressens rien en ce moment. Je sais pas, c'est bizarre, je suis entouré de spectres, mais de spectres vraiment évanescents, sans connexion, quoi. Tu te dis, c'est quoi? Je suis dans un cinéma, je sais pas, il y a un truc. Et puis, un jour après, tu recroises, parce qu'il y a des endroits, ça grouille de ça. Bah, les stades de foot, les pubs, les bars, je suis désolé, mais tous les endroits ça grouille. Et puis de temps en temps, t'en as un qui sort du lot, qui est un peu différent, et du coup, celui-là, comme par hasard, te voit, et il y a un échange de regards qui existe, tu vois, tu te dis, il y a une connexion là. Ça va, c'est pas moi, je commençais à me poser des questions, dire, je ressens plus rien, c'est bon, il y a un problème. Parce que j'ai dit, en illusion, ça a l'air sympa, l'endroit, tu te dis, mais c'est froid, c'est vide. Il n'y a pas d'émotionnel, c'est pas vivant, voilà, il n'y a pas de vie. Ça me fait penser aux grands immeubles de Dubaï ou au Qatar, ces grandes villes ultra technologiques, ultra avancées au point de vue financier. C'est horrible, Neom et le projet Neom et compagnie. Mais on dit qu'il n'y a pas d'âme. Beaucoup de gens ont été sur place. Alors les influenceurs sont à fond, oui, parce que le système fiscal, youhou, par rapport à la France qui est un purgatoire. Mais clairement, au point de vue de l'âme sur place, oui, on dit il n'y a pas d'âme, clairement. C'est très propre, mais c'est en papier-pâte, en carton-pâte, comme tu disais, Tamara. C'est la même sensation que j'ai eue dans cette ville. Je ne me rappelle plus l'endroit exact. Je crois que je sais plus si c'est sur l'île de Foucault. Non, je ne me rappelle plus où je suis allé. Et bref, il y a des buildings. Et en plus vide, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que je croisais des commerces. D'habitude, tu sais pas, tu veux acheter un commerce, tu veux occuper un commerce, tu veux faire un café ou tu reprends un café existant, mais tu sens qu'il a déjà un passif, une histoire, tu vois. Et là, tout est fait, il y a les meubles, tout est prêt, tout est neuf, aseptisé, tu vois, tout est neuf. Et il y a déjà le nom du commerce, tout est prêt, quoi, pour accueillir le client. Moi, j'ai dit, je sais pas, moi, si je veux ouvrir un café, je vais peut-être le nommer différemment. Donc, tu me laisses l'enseigne libre, si tu veux bien, ou à la limite, je vais la virer. Mais là, c'est neuf. Il y a déjà le nom, il y a tout qui est prédéfini, les tables sont prédéfinies, tout est boulonné au sol. Je dis, mais c'est pas du carton-pâte, c'est du cinéma, quoi. C'est quelque part, je veux dire, carrément, on veut me montrer un truc, mais j'adhère pas, quoi. Mais il y a personne. Ah oui, mais ils vont venir, les figurants, après. Gros, c'est ça, quoi, tu vois. Je dis, mais c'est bidon, quoi. Et du coup, bon, c'est à voir, mais c'est surprenant au niveau ressenti. Et tous les gens qui sont connectés, ils se sentent pas à l'aise, pas bien, quoi. Donc finalement, c'est ce que tu disais au tout début. S'il doit y avoir une guerre, c'est entre le vivant et le non-vivant. La vie contre l'anti-vie, ouais. C'est la guerre. La vraie guerre, c'est ça. Certains disaient, je pense pas que ça soit tout à fait exact, ou la guerre sera spirituelle ou ne le sera pas. Et ça me parle un peu. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est vrai que c'est mieux comme formulation, elle est mieux, elle est plus proche de la vérité là, comme tu la formules. Mais néanmoins, c'est pas tout à fait. C'est une guerre contre le vivant. En fait, c'est ça qui est intriguant. Quelque chose. Je pense que c'est nouveau. En fait, ça devait exister, mais pour la première fois, ça a pris une ampleur. C'est paradoxal et étrange puisque l'antivie n'existe pas en tant que telle, mais c'est comme si on avait un esprit d'autodestruction, de chaos. Alors qu'on sait très bien, pour ceux qui ont un peu étudié le chaos, que le chaos n'est pas le chaos comme on le croit. Le chaos, au contraire, c'est la restructuration, c'est se reconstruire. Hein. C'est pour ça que des fois, quand je parlais de spiritualité, je dis qu'il faut quand même en parler un petit peu.
Certains parlent de la loi du hasard, l'univers il s'est créé, tant de nanosecondes, les galaxies, puis le refroidissement, l'eau, l'hydrogène, etc., les gaz, etc. Ils ont tous leur certitude de comment ça s'est construit, etc., la matière. Moi, je dis, je suis désolé, il y a quelque chose d'autre. Je suis obligé de le dire. Je me dis, parce que je pourrais observer, j'ai un verre d'eau là au cas où, si j'ai soif. Et j'ai un verre d'eau, c'est de la matière. Hein. Et je pourrais le regarder 1 million d'années comme ça. Hein. Si je pouvais tenir 1 million d'années à observer un verre, hein, mais il changera pas de forme. Il évoluera pas vers une planète ou une essence de vie, je sais pas. Non. Ce qui veut dire que quelque part, quand la vie a émergé, que les planètes, les galaxies, tout le système s'est organisé, il y a forcément une forme d'intelligence derrière. C'est obligé. Parce que autrement, la matière... Et j'aime bien parce qu'il y avait des frères Bogdanov qui disaient qu'ils sont partis, eux. Ils sont pas morts, ils sont partis. C'est très différent. Hein. Et ils sont partis tous les deux, d'ailleurs. Et les frères Bogdanov, ils disaient, lorsqu'on observe le mur de Planck, on a l'impression d'observer Dieu. Alors, c'est scientifique, c'est étrange de le parler de cette façon-là. C'est qu'en fait, ils comprennent, de par ces termes, ils l'expriment de cette façon-là, ils disent, en fait, on ne peut plus, en ayant ce constat et ce ressenti, on ne peut plus dire que tout est lié au hasard. En fait, c'est pas possible. Il y a un plan. Alors, eux, ils vont dire, c'est une sorte d'ADN cosmique, mais c'est pareil. Ça revient au même. C'est-à-dire, quelque part, il y a engrammé dans l'univers la volonté de tendre toujours inexorablement vers la vie. Toujours. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la puissance de la vie. Et paradoxalement, il y a tout un processus de non-vie qui se produit actuellement, qui essaie d'éteindre la vie ou l'atténuer, je sais pas. Il y a un processus. La taxe carbone, tout ce phénomène climatique, cette pseudo-lutte contre la vie, puisque le carbone, c'est la vie. Hein. Oui, en plus. Oui. Ou la remplacer. On a l'impression qu'on essaie de... Ou de l'hybrider. Voilà, de l'hybrider. L'économie carbonée. Petite anecdote aussi, je sais pas encore trop quoi en penser. Hier, on était invité avec mon compagnon à une... une espèce de représentation de pierre, tu vois, un étalage de pierres précieuses, semi-précieuses et tout ça en litho. Bon, j'y vais sans trop savoir ce que je vais faire là. Elles étaient toutes mortes. Comment je peux expliquer ça? Elles étaient toutes mortes. Pourtant, c'était bien de la pierre, c'était pas du plastique qu'on me présentait là. Mais il y avait aucun ressenti sur aucune des pierres, rien. Donc, tu vois, c'est pour ça. La question, c'est ça. On essaie peut-être de substituer, de remplacer le vivant par. Si, regarde, c'est une pierre. Non, mais je vois bien. Mais il y a rien dedans. Il y a aucune substance de vie, aucune énergie, aucune âme, rien. J'ai parlé il y a quelque temps d'une espèce qui a tendance on va dire, à superviser un petit peu ce qui se passe dans les gouvernements. Ils sont un petit peu partout, qui sont humanoïdes, qui vivent parmi nous. Il m'a fallu avoir du temps pour avoir leur nom parce que je l'avais pas. J'en avais rencontré un à Aix-en-Provence il y a des années de ça. Un grand type maigre, très maigre, bizarre, avec un regard très très inquiétant, très inquiétant. Et à un moment donné, on me dit, ce sont des épicéens. Et il me dit, ils sont derrière toutes les troubles de l'humanité. Ils sont derrière les troubles de l'humanité. Ils scénarisent les choses, ils les préparent. Et si ça ne se passe pas comme prévu, ils détruisent. J'ai dit, mais qui sont-ils? Ce sont certains parlent de galactiques, d'entités extraterrestres. Oui et non. En fait, ce sont des créatures qui ont été créées artificiellement. Elles sont biologiques ou biomécaniques. Elles sont cybernétiques à fond. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont, si tu ouvrais leur crâne, tu verrais un ordinateur, je sais pas sous quelle forme, un cerveau électronique. En fait, il y a de la biologie, mais il y a aussi de la cybernétique. Et comme par hasard, on tend vers ça. C'est le fantasme de certaines... Elon Musk en tête, le sauveur de l'humanité, paraît-il. Elon Musk en tête qui veut absolument nous pucer le cerveau. C'est incompatible. Si tu fais ça, tu éteins la vie. Justement. Tu vas emprisonner et puis après, à la fin, tu auras un corps qui sera articulé, mais en réalité, c'est un zombie, quoi.
On arrive sur à peu près 2 heures d'émission. Michel, ah oui, quand même. Oui, c'est le temps défile et on ne s'en rend pas compte, bien entendu. Hein, c'est le principal facteur quand c'est passionnant et quand c'est enrichissant. Alors, Michel, tu te retrouveras aussi sur notre plateforme de podcast. Voilà. Ben oui. Toi qui tiens, donc, je tiens à le rappeler, les podcasts du New Paradigme ou Nouveau Paradigme? C'est ça, New Paradigme. New Paradigme. Donc, attention, ça date. Hein, et c'est un puits de savoir. Il y a énormément d'archives. Tu es également donc youtubeur. Vous pouvez retrouver Michel Ribes sur sa chaîne principale et secondaire aussi. Alors le titre de ta chaîne secondaire que tu essaies de relancer. La secondaire, j'arrive jamais à m'en souvenir. C'est la conscience par la supraconscience. Voilà, t'as pas pris le titre le plus. Non, parce que je comptais le changer. Et puis comme les gens ont du mal à y aller à la nouvelle, mais la principale, c'est Michel Ribes, c'est mon nom. Tout simplement. Et ils ont qu'à regarder dessous, il y a le lien direct vers l'autre vidéo. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué parce que de toute façon, ça sera toujours ainsi, j'allais dire. Les gens viennent quand parfois ils ont besoin de trouver une information, et par hasard, mais qui n'est pas un hasard. Et puis certains repartent, puis parfois reviennent. Et voilà, ils font que ça, et puis c'est très bien. Voilà, en tout cas, je remercie pour ce moment partagé. Hein, c'est très intéressant, en tout cas. J'ai passé un bon moment. Également. Ça faisait un moment aussi qu'on voulait faire ça, qu'on avait programmé cette émission. Donc, tout arrive à point à qui sait attendre. C'est super. Tamara, on avait oublié aussi la dernière fois de le préciser. Tu as ta chaîne YouTube dans laquelle tu diffuses des bonus par rapport à tous les intervenants qu'on a. Donc, c'est Tamara Be Human. Tu poses des questions, 3 questions principales sur l'être humain. Donc, on vous invite à aller directement aussi sur la chaîne de Tamara Be Human. Merci encore, Michel, pour ta présence. Je te souhaite une agréable continuation et très certainement à très bientôt pour la saison 2. Qui sait, hein, on essaiera de réitérer l'expérience. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, merci Michel, c'était vraiment que du régal. Ça donne envie encore d'explorer sur plein d'autres sujets. Donc, c'est immense. C'est immense. Il y a beaucoup à faire. Immense, c'est vaste. Oui, dans tous les domaines. Et après, j'allais dire, à débroussailler et même débroussailler à l'intérieur de soi, parce que des fois on a des certitudes, il va falloir parfois désapprendre certains trucs, repartir sur une page blanche et peut-être reformuler notre vision des choses. Mais c'est une quête qui est passionnante quand même. Heureusement, de notre vivant, il est maintenant important de faire cette quête, d'avoir cette quête. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Encore une fois, on essaie d'en faire la preuve aujourd'hui en vous diffusant cette intervention, puisque d'aucuns diraient qu'on n'est pas d'accord sur certains des sujets primordiaux. En fait, non, c'est toujours des nuances de gris. Effectivement, c'est toujours important de se donner la parole, d'échanger, de dialoguer. Donc, on espère que vous aussi, vous donnerez vos réactions directement dans les commentaires en nous contactant Michel. Et puis voilà, le sujet continuera à évoluer. www.amdessine.com. Sur notre site officiel, vous pouvez retrouver écoutez, les replays, le magazine, éventuellement vous inscrire si vous êtes thérapeute, praticien, quantique ou holistique. On vous souhaite une agréable soirée, journée à toutes et à tous. Tout dépend au moment auquel vous nous écoutez. Ciao, bye, à très très bientôt.